En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Merci Hugo d'avoir accepté mon invitation. Alors je ne sais pas si je dois t'appeler Hugo ou le Duc. Tu nous diras ça durant toute notre émission qui va durer environ 1 heure ou un peu plus. Comment ça va Hugo? Shalom à tous. Salut François, écoute, ça va bien ici au Mont-Revard, la connexion réseau est tout juste établie. J'ai le plaisir de dialoguer avec des gens, quel bonheur. Eh ben écoute, avec grand plaisir. C'est une programmation de longue date et on a réussi à s'enregistrer ça. Alors, tu le sais, la question traditionnelle de début d'émission, quel est ton premier trail? Eh ben, j'en ai jamais fait en fait, je suis un imposteur, François. Non, je plaisante. Le premier trail, Je rigole, mais j'ai c'était déjà invité des gens qui en ont jamais fait. quoi? Des impies? Ouais, premier trail, putain, je m'étais mis à ça là pour faire un peu comme les parents, je m'ennuyais un peu en automne et j'ai fait le trail de Montagnol qui est dans la région, c'est pas mal connu, tu vois, à l'automne. C'est un joli parcours qui fait 22 bornes et 1002. Puis bah, ce jour-là, malheureusement, il pleuvait terrible, comme souvent des fois à l'automne. Et il y a un ruisseau qui a débordé. Enfin, il y avait toute une histoire, tout un pataquès. Et le trail, en fait, a été un peu dévié parce qu'on ne pouvait plus passer. Et on a fait 2 boucles de 9 bornes, mais sous une pluie diluvienne, un truc horrible, horrible, affreux. Le truc impensable. Jamais tu te lèves pour faire ça un dimanche. Donc mes parents qui sont venus me voir se sont dit bon, bah tant pis, hein, il aura essayé, mais il va jamais en refaire. C'est tellement affreux. Tu vois, tu sais, la pluie quand il fait 2-3 degrés, le truc. Sale. Et à l'arrivée, je leur ai dit putain, c'était vachement bien, j'ai aimé et tout. Tu sais, courir dans les chemins, ça m'a tout de suite saisi. Et D'accord. ouais, par contre, j'ai fini un peu loin déjà parce que j'ai quand même pas forcément trop la caisse en montée. Puis autour de Chambéry, t'as un bon petit niveau régional, hein, mine de rien. Mm. Et alors en descente, alors c'était une folie quoi. Je n'ai pas compris comment ils faisaient. Moi, je venais du vélo, je t'avoue que la Voilà. descente, J'allais dire, pourtant, toi, tu venais du vélo, tu avais un petit peu de caisse quand même, mais par contre, pas la technique. bah, tu sais, le problème, c'est que tu arrives en haut de la montée, tu es un petit peu avec les groupes de devant. Là, je devais être 10-15. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui, en fait, savent bien descendre. Et alors, toi, tu es un débutant complet en descente. Donc là, c'est la pagaille, c'est la panique. Ok, ça marche. Alors, tu disais tes parents faisaient déjà du trail, ils sont déjà investis dans ce milieu-là, et du coup, c'est eux qui t'ont incité à faire ce trail-là, ou c'est toi qui t'es dit, bah tiens, il y a un nouveau truc là, j'ai encore jamais fait ça, j'y vais, ça me plaît bien, pour le délire, j'y vais. C'est ça? C'était ça l'histoire? Non, non, ils m'ont jamais incité à faire quoi que ce soit, hormis quand j'étais petit, ils m'emmenaient en rando. Puis, si tu veux, j'avais pas trop de mots à dire, hein, c'était les vacances et tout. Mais non, non, j'ai eu l'idée, ouais, parce que en école d'ingé, j'ai dû arrêter le vélo. C'était quand même un peu trop prenant en termes d'heures. Et puis, je galérais bien en école d'ingé, donc à un moment donné, il a quand même fallu bosser un peu. Et du coup, je m'étais mis à faire des footings autour de Valence, Mm. 40 minutes par-ci par-là, 1 heure même des fois, donc c'était incroyable.
Et ouais, après, la fibre de la compétition est revenue après de nombreuses cuites pendant les mois de septembre, octobre. Et ben, en novembre, ça me manquait et j'y ai mis un dossard à pied. D'accord. Et ça, c'était en quelle année? C'était novembre 2013. Novembre 2013. Ok. Et du coup, entre novembre 2013 et après, quelle a été la progression pour arriver jusqu'à quatrième de la TDS? Comment ça s'est passé cette progression? Ça a été rapide? Tout de suite, tu as senti que tu pouvais aller taper les podiums ou ça a été assez laborieux? Bah, en fait, quand tu viens du vélo et que tu regardes les moyennes des trails, tu te dis ah tiens, en fait, c'est tous des gros nuls. Du coup, je suis arrivé avec énormément de prétention sur les courses en me disant bah je vais gagner parce que visiblement ça se gagne à 10 de moyenne, donc ça a l'air très facile. Vu que moi je faisais mes footings à 13 km/h, mais c'était sur une piste cyclable. D'accord. Je pensais pas que c'était différent. Donc je me suis inscrit à la Maxi Race, je me suis inscrit à l'Ultra Tour du Beaufortin parce que je voulais faire l'UTMB l'année d'après. Là, ça a été terrible. J'en ai chié comme jamais. La Maxi Race 2014, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pars devant, donc sans aucune expérience. Évidemment, c'était trop rapide, donc j'ai dû faire d'abord de la VMA sur le plat, dans les 3 premières bornes. Après, j'ai dû faire du seuil toute la montée du Semnose. Et puis après, derrière, j'ai essayé de rentrer à la maison comme j'ai pu. En rampant. Je suis le seul coureur, ouais, j'ai beaucoup marché. Je suis le seul coureur qui, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, est resté 2 heures allongé quand même. T'as fait quoi? T'as fait une sieste? Je voulais plus bouger. Ah ouais. Je n'avais marre de tout. À ce moment-là, tu m'aurais proposé une euthanasie, j'aurais hésité. Et c'est ma mère, quand même, au bout de 2 heures, elle en avait marre. Déjà, elle m'avait un peu ravitaillé. Puis bon, là, elle m'a dit ouais, Hugo, on va y aller, on va rentrer à la maison maintenant. T'es sympa, mais faut y aller. Ouais. Et du coup, oui, non, après, si tu veux, 2014, c'était un peu l'année de la découverte. J'ai dû faire un peu tout et n'importe quoi. Le Beaufortin après, c'était un peu trop long. Après, j'étais du coup un peu blessé, forcément. Tu vois, j'avais les genoux, ils ont tiré un peu pendant un mois. Puis après, je suis revenu au Trail-Drome en fin d'année, Grand Trail du Lac. Voilà. Bon, là, ça progressait gentiment. En 2015, un entraîneur qui m'a remis un peu dans le droit chemin, qui m'a forcé un peu à courir et à diminuer les distances et tout, Mathieu Bonan. Et après 2015, on s'est quitté parce que moi, je voulais absolument faire du plus long. Et lui, il n'était pas spécialement chaud. Donc, c'est une différence de point de vue un peu différente. Alors pourquoi il était pas chaud d'ailleurs? Il maîtrisait un peu moins l'effort long. Il était très bon pour te préparer pour un maratrail. Il était excellent. Là, vraiment, il faut reconnaître que j'ai passé. Je sais pas si on peut dire passer un cap parce que j'avais pas d'idée de mon niveau, mais quand même, tu vois, il m'a fait gagner l'intégrale des courses en moins de 6 heures. Ce jour-là, c'est grâce à lui que j'ai mis ce temps-là. Il m'a super bien préparé, il faut le reconnaître. Mais après, ouais, j'avais envie de passer à vraiment du long. Je voulais vraiment quitter ces efforts de 3, 4 jusqu'à 6 heures, parce que c'est un peu ce que j'avais l'habitude de faire en vélo. Donc, c'était du déjà vu, un peu du réchauffé. J'avais besoin de partir un peu à l'aventure. Et après, ouais, je suis parti avec Patrick Bringer parce que Nicolas Martin m'avait vanté quelques séances et ça m'excitait quand même. Il y avait une curiosité. Alors, d'où vient cette attirance pour le long du coup? Qu'est-ce qui t'attire sur cette discipline? Pourquoi est-ce que ça te plaît d'aller de mettre la misère, d'avoir des courbatures pendant 10 ans après, d'avoir envie de dormir dans les fossés? Qu'est-ce qui t'attire en fait dans cette discipline au final? C'est qu'à chaque fois, c'est quand même un super parcours. Bon, moi, j'aime bien l'UTMB. C'est quand même, tu vois, c'est pas mal. Tu fais le tour du Mont Blanc. Et puis du coup, après, tu vois, en pratiquant, voilà, j'ai fait la Transgran Canaria, c'est joli, comme traversée d'île. Bon, j'ai voulu faire le Grand Raid de la Réunion, mais ça s'est pas bien passé. À chaque fois que tu fais un ultra, quand même, quelque part, c'est bon, une aventure. Tu vas pas risquer la mort non plus, mais quand même, c'est un beau voyage. Il y a tout un aspect préparation, tu vois, sur le long terme, parce que 3 mois avant, t'es déjà dedans. Et puis, il y a ce lâcher prise aussi d'après Ultra, tu vois. Pendant un mois, tu sais que c'est bon, Donc, ouais, c'est tout ce qui tourne autour. Le fait aussi que ce soit quelque chose que tu partages souvent avec
tes proches, compagne, famille, frères, sœurs, oncles, tout ça, les amis, ça ressemble quand même vraiment à une aventure. Tu sais, quand tu écris un peu tous les ravitaux sur papier, tu prévois tes temps de passage. Même ravitailler, j'aime bien, tu vois, ravitailler un copain. Ouais. Tu le vois arriver en avance, alors t'es tout excité. Tu le vois arriver en retard, t'es déçu. Émotionnellement, tu vois, c'est sympa sur 24-48 heures. Ça change du milieu de course traditionnel. Il y a un stress quand même qui est beaucoup moins élevé puisque il y a tellement de facteurs pour réussir en ultra que si t'en foires un, c'est pas très grave, tu peux te rattraper. Alors tu feras pas la meilleure perf, mais tu pourras passer la ligne d'arrivée. Finalement, c'est assez plaisant. C'est ce qui m'est arrivé en 2019. J'ai fait 2 énormes conneries sur mes 2 objectifs. Mais j'ai quand même passé la ligne. Et bon, voilà, il y avait de la déception. Mais au final, ça n'a pas gâché le week-end non plus. Donc le plaisir était là. Et alors, ces erreurs-là, est-ce que tu peux nous les partager pour qu'on évite de les faire? Ah, mais je fais que ça, partager. Ouais, bah c'est la déshydratation. Hein. Ah, putain, celle-là, dis donc. Grosse déshydratation au marathon, au 90 du Mont Blanc, pardon. Ouais, du coup, je bois pas, tu vois. Grosse déshydratation au 90 du Mont Blanc, il faisait 37 degrés à Chamonix, donc ça pendait au nez de tout le monde. Sachant ça, forcément, tu bois beaucoup, tu bois mieux, tu fais attention, et moi, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis parti sur un rythme assez élevé, comme j'apprécie, et du coup, j'ai un peu oublié de boire, parce que c'est vrai que quand tu cours derrière Xavier Thévenard, derrière Michel Lannes, que tu lâches Michel dans la bosse et tout, après tu suis un peu Xavier, ça m'avait perturbé quelque part. J'avais un niveau de forme qui était assez inédit, et du coup, dans le cerveau, ça c'est un peu. J'ai oublié cette hydratation. J'avais dû boire 300 millilitres par heure. Quand tu sais la chaleur qu'il faisait, c'était juste du suicide. Et effectivement, au bout de 4-5 heures, je l'ai senti. Alors donc tu dirais que finalement la team qui dit buvez quand vous avez soif, non? Bah, tu vois, ton cerveau, il peut être occupé par autre chose aussi, il faut se méfier, quoi. Je dirais que c'est un très bon conseil. Après, faut aussi se mettre peut-être des checkpoints, tu vois. Toutes les 15-20 minutes, te rappeler un peu, attends, j'ai bien mangé, ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, ah putain, pas trop quand même. Ah. Donc ouais, boire quand t'as soif, c'est pas mal. Après, faut quand même se méfier, donc faut garder les deux en tête. Un peu la dictature, par exemple, je bois une gorgée toutes les 5 minutes, et tu nuances avec je bois quand j'ai soif, tu vois. Si ça fait déjà 3 fois que tu bois en un quart d'heure, puis tu dis, oh putain, non, c'est bon, j'ai plus soif et tout, là. Bon, là, t'arrêtes, mais ouais, c'est bien d'utiliser les deux. Ok, ça marche. Pas tout noir ou tout blanc. Alors, du coup, ça c'était ta première erreur, donc l'hydratation. Donc attention à l'hydratation sur les ultras. Et l'autre? Ben, j'ai refait une déshydratation. Et là, tu vas te dire, mais il est con, c'est pas possible. Ok, x2. Ouais, alors c'est différent. Attends, j'ai une excuse. L'UTMB, en fait, quand on est parti en 2019, il y a eu un petit orage, mais léger en fait. Nous, on a tous eu peur au départ, donc on a tous. Enfin, moi je l'ai pas mis, mais beaucoup de gars là sur la ligne, enfin, ou filles, ce que tu veux, ont mis la veste. Parce qu'on s'est dit, il va y avoir l'orage et tout. Bon, là, on est parti pour une nuit de merde, machin. Et en fait, en arrivant aux ouches, bah, l'orage n'avait pas spécialement éclaté. Il y avait eu 2-3 gouttes. Il faisait frais, mais sans plus. Et il faisait super humide, du coup. Tu sais, l'été, quand ça pète, mais pas encore, c'est très humide. Et on s'est tous déshydratés dans la montée du Délévray. Tu vois, à côté de moi, il y avait Julien Chaurier. Il était trempé de la tête aux pieds, en fait, de sueur. Plein d'autres coureurs, c'était pareil. Bon, après, il y en a qui réagissent un peu mieux, tu vois. Un Xavier Thévenard, par exemple, ça se déshydrate jamais. Hein, c'est incroyable. Machine. Et j'ai eu beau remplir les 2 flasques à Saint-Gervais. En fait, j'étais en dette, tu vois, continuellement. Et vers minuit, bah, patatras, la déshydratation. Ouais. Mais pour d'autres coureurs, c'était autre chose. Ils ont eu des crampes ou courbatures induites par cette déshydratation. Donc, mon entraîneur, il a stoppé à Courmayeur. Julien Chaurier, il a stoppé à Courmayeur. Puis certainement d'autres qui ont stoppé à cause de cette température un peu vicieuse au début, là, avec cette humidité terrible. Moi, je me suis remis, puis je suis reparti, puis voilà, j'ai fini, quoi.
Ouais. Pas au top, mais fini quand même. Non, un peu loin du coup. Ok, ça marche. Alors, j'aimerais un petit peu connaître ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu à commencer la course à pied et puis arriver à avoir toutes ces disciplines autour du trail que tu as en ce moment, parce que tu fais des podcasts, tu fais des articles sur ton Patreon, tu es speaker. Comment est-ce que ça s'est organisé? Comment est-ce que ça s'est goupillé tout ça? Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans tous ces projets-là? Ouais, ben, en fait, ça se suit, ça se suit, ça se suit. J'ai été salarié, attention, pendant quasiment un an, et j'ai tout de suite vu que ça me plaisait pas, tu vois. Au bout de 2 semaines dans l'entreprise, qui était très bien, hein, j'avais une bonne place, j'avais des horaires sympathiques, c'était proche des montagnes, enfin tout était bien réuni, mais tu vois, je n'aimais pas ça. Le fait de devoir être là à telle heure, bon, ça ne me plaisait pas. Bref, ça arrive à plein de gens, c'est pas grave. Et du coup, quand j'ai été, enfin mon CDD en fait n'a pas été reconduit parce que tu sais, une petite PME, des fois tu peux pas forcément embaucher. Donc bon, j'ai été sur le marché du travail à nouveau, puis là j'ai voulu chercher un autre poste. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de devenir speaker. Et Ludovic Collet, a reçu ici, m'a bien accompagné d'ailleurs. Qu'on salue. Ben voilà, puis j'en profite vraiment pour le remercier une fois de plus parce que c'est quand même grâce à lui, hein, si je me suis lancé en tant que speaker. Il m'a gentiment invité avec lui sur des événements. Il m'a mis le micro dans la main alors que globalement j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Donc bon, c'est un homme de confiance, hein, Ludovic, mais il prend des risques hein, aussi. Hein. Et voilà, ça s'est bien passé. Ouais. Alors, comment ça s'est passé cette première fois? Alors la première fois, en fait, j'étais pas avec lui, j'étais allé avec un autre speaker. Pareil, qui est Romain, putain, j'ai bouffé son nom. On était sur le trail des Avennes, qui est très joli aussi, là, avec les grottes au-dessus de Nîmes. Et ça s'est passé, en fait, j'étais un peu trop sérieux, tu vois. Un peu trop commentateur sportif. Alors, quand t'es speaker sur un trail, t'es plus tu vois, sur l'humain, sur l'émotion du gars qui passe la ligne. Au départ, il y a une ambiance particulière à mettre suivant où t'es, suivant le public que t'as, etc. Et moi, j'étais plus sur la première en mode un peu commentateur télé, tu vois. Donc, c'était assez marrant quand je m'en souviens. Mais bon, les gens ont bien aimé, ils se sont marrés. Puis Romain, qui était le speaker officiel, a remis la petite touche d'humanisme, on va dire. Donc, c'était bon. Mais ouais, la première fois, tu parles dans le micro, puis bah, tu t'entends parler, tu sais, t'entends ta voix résonner sur le terrain, puis t'es un peu stressé, t'as peur de dire une connerie. Mais ça vient assez vite, et après, plus tu en fais, plus c'est facile, quoi. D'accord. Et alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce métier-là, c'est quand les coureurs sont partis, qu'est-ce qui se passe? Tu bois un café, dans D'accord. un premier Alors, temps. il y a plus d'animation, de speaker, il n'y a plus rien. Ouais, souvent en fait, vraiment, quand tu as donné. Alors, ça dépend, parce que tu sais, souvent, tu as plusieurs départs. Mais disons que une course classique, voilà, tu as 2, 3 départs le matin, et puis après, bah, ils sont partis, et il faut attendre que le premier revienne. Là, en général, tout le monde déborde d'un coup, parce que même les bénévoles, tu vois, ils soufflent un peu, ils ont le temps d'installer l'air d'arrivée, ils sont peinards et tout. En général, voilà, on va boire un café avec les bénévoles, on va rediscuter un coup avec le chronométreur, si on le connaît pas, etc. On fait connaissance, machin. On est entre gens de l'orga, quoi, tu vois, l'organisateur, directeur de course, tout ça, et il te fait, ouais, c'était pas mal le départ et tout, machin. Alors, tu vois, ils vont arriver par là. On t'explique déjà en fait, on prépare l'arrivée, quoi, tranquillement, suivant le temps qu'on a, parce que quand c'est des trails courts, on n'a pas trop de temps. Des fois, il faut bouger un peu, tu vois, bouger la sono, est-ce que c'est la tienne, est-ce qu'il y a un sonorisateur, etc. Donc ça dépend vraiment de chaque événement. C'est ça qui est bien en trail, c'est que ça dépend de chaque événement. Quand tu es speaker sur 2 événements, tu vas vivre 2 week-ends différents, c'est sûr. D'accord. Ok. Ça roule. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette activité-là de speaker? Qu'est-ce qui te plaît encore, même si t'en fais plus beaucoup en ce moment, on en pourra en reparler d'ailleurs. Ouais, bah, je suis non essentiel. Hein. Je sers à rien. Non, qu'est-ce qui me plaît, c'est. Alors au début, ce qui me plaisait, c'était de travailler que le week-end.
Bah ouais, même si ça peut être un inconvénient pour beaucoup. Alors voilà, sur le papier, tu signes, tu vois, des deux mains. Mm. Et après, tu te rends compte des inconvénients, en fait. Parce que tes potes, ils bossent pas le week-end, puis ils bossent la semaine. Tu vois un peu le truc venir. Ouais. Quand c'est des anniversaires, c'est le week-end. Quand c'est la fête des mères, c'est le week-end, etc., etc. Ça se décuple à l'infini. Donc, finalement, il faut accepter d'être un peu en marge de la société. Bon, ça, moi, ça va. Et après, ce qui m'a quand même beaucoup plu sur le métier de speaker, c'est que c'est vraiment un truc de terrain. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les jobs de terrain. Mais le truc, c'est que vu que j'étais pas trop mauvais en études, on m'a toujours aiguillé vers, voilà, tu vois, j'ai fini ingénieur à la fin. Alors que mes amis, après le collège, tu vois, ils sont plutôt partis en mécanique. Après le lycée, ils sont plutôt partis dans des licences professionnelles, etc. Et à chaque fois, moi, je continuais, mais en fait, tu vois, c'était pas ça qu'il me fallait. Il me fallait un truc un peu de terrain, un peu de service aussi, puisque tu es au contact des gens, quelque part. Bah, c'est une prestation, donc c'est aussi un Mm. service. Puis cette autonomie que tu as. Alors, c'est une autonomie pareil, c'est une autonomie gardée, puisque tu es autonome au micro, donc c'est toi qui parles, voilà, tu dis les phrases que tu veux dire. Mais l'organisateur, il te donne quand même quelques codes. Un peu ou beaucoup, ça dépend des fois. Donc en général, toute la semaine, bah voilà, tu passes ton temps à l'appeler, à lui demander comment ça va se passer, à quelle heure il faut être où, les infrastructures, c'est qui le chronométreur, c'est qui le sonorisateur, machin, truc. Ah oui, mais si j'arrive à telle heure, alors on dort où, etc. Ok. Donc on se cale toute l'organisation Mm. dans la semaine et au final, ça prend un peu de temps, mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux le faire en slip à 6 heures du matin sur ton canapé, tu peux, quoi. Pareil, tu regardes aussi les coureurs engagés. Alors là, bah, t'en rates systématiquement, hein, parce qu'il y a toujours un petit filou qui s'inscrit à la dernière minute, qui obtient un petit passe droit, tu vois. Mm. Et des fois, l'organisateur est un peu dans le jus, il oublie de te le dire, puis là, oh tiens, François Den, merde, j'avais pas prévu. Non, Bah, quand ça c'est va quand comme tu le ça. connais. Hein? Ça va quand tu le connais, mais si c'est un élite que tu n'as jamais vu de ta vie et puis que tu le connais Oui, oui, pas. oui, c'est ça. Ouais, ouais, puis tu vois, des fois, tu sais pas, puis le mec arrive, alors je dis n'importe quoi, il a peut-être 820 ITRA. Et tu vois, il y Mm. a beaucoup de gens qui ont 820 ITRA. Et lui, il se considère un peu comme étant dans le haut du panier. Bon, il a raison, hein, globalement, quand tu vas animer un trail régional, quelqu'un qui a 820 ITRA, voilà, tu vas le revoir dans le top 5, dans le top 10 sur le podium, voilà, Mm. etc. Mais toi, tu le connais pas, parce qu'il y en a beaucoup des comme ça. Et du coup, des fois, ouais, tu peux le rater. Alors, faire attention, faut avoir l'œil. Ok, ça roule. Alors du coup, comment ça s'est passé pour toi cette année de non-speaker, du coup, et cette année qui est en train de se dérouler malheureusement? Ludovic nous en avait parlé un petit peu de comment lui il avait rebondi. Est-ce que toi tu peux nous partager ta façon d'avoir vécu ces événements du coup? Ouais, alors j'étais très énervé hein, au début quand on nous a confinés. Mm. Déjà, tu vois, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal, hein, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à respecter les règles. Donc là, quand quelqu'un te demande de rester chez toi, je peux te dire que, bon, je vais pas raconter ce que j'ai fait, mais T'as mis Strava en j'étais privé parti. et puis t'es parti. Et, un peu, oui, c'est vrai. Donc ouais, non, d'abord au début j'étais très énervé. Après c'est passé, on a été déconfinés, puis globalement on a eu un bon été. Bon, les événements ont repris, ça a commencé un peu à s'oublier. Et, euh, et après il y a eu cet hiver, et là on a vu que ça repartait un peu en cacahuète. Bon, je le sentais un peu parce que logiquement l'hiver les gens sont un peu plus malades, un peu plus ceci, un peu plus cela. Mm. Alors, est-ce qu'il faut se vacciner? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bon, je donnerai pas mon avis là-dessus, mais sans vaccin, c'était sûr qu'il y allait encore avoir pas mal de malades. Euh, donc, je sentais venir cette année 2021 un peu pourrie, quoi, Ok. qui se profile à l'horizon. Et financièrement, bah, c'était la merde. Mm. Parce que quand tu travailles plus, alors il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils sont salariés, tu vois, par exemple, t'es fonctionnaire, ton salaire il n'a pas changé, quoi que tu fasses. Et quand tu regardes la télé, tu entends le mot aide tout au long de la journée. Mm. Donc tu penses que tous les autres qui peuvent pas bosser, genre les restaurateurs, les auto-entrepreneurs comme moi qui sommes dans des domaines non essentiels, un salon de coiffure, enfin n'importe quoi, si maintenant ils peuvent, bon, c'est compliqué.
Bref, les gens qui peuvent pas bosser, tu te dis, bah c'est bon, ils se font rincer avec les aides et ça va. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, ça l'est un peu, mais pas pour tout le monde. Par exemple, dans mon cas, et après il y a toutes les autres professions que je connais pas et que je peux pas te détailler, mais dans mon cas, le chiffre d'affaires de l'année se fait globalement l'été. Oui. Et l'été, on a recommencé à travailler, mais c'était extrêmement léger. Du coup, bah, plus d'aide vu que je travaille. Mm. Mais du coup, pas le même chiffre d'affaires que les autres années. Donc, tu arrives au début de l'hiver, tu n'as plus les réserves de d'habitude. Tu sais, un peu comme la fourmi. Bah, tu n'as pas pu faire la fourmi, tu n'as pas accumulé pendant l'été. Donc, tu arrives l'hiver, ceinture, et au mois de décembre, qu'est-ce que tu veux que je déclare comme aide? Vu que les années d'avant, tu bosses quasiment pas en décembre. Donc, c'est compliqué, et c'est pour ça que je me suis pas renouvelé, mais que j'ai un peu changé le fusil d'épaule en créant ce Patreon, qui est, qui est un blog payant en fait. C'est le plus facile à expliquer aux gens. Au début, c'était 3-4 personnes qui voulaient simplement me donner de l'argent. Je leur ai dit, bah, tu vas quand même pas m'envoyer un chèque, c'est particulièrement humiliant. Donc j'ai créé ce blog payant. Puis les 3-4 premières semaines, je crois que je mettais des photos. Ou un coup, j'ai mis mes analyses de sang. Voilà, c'était pour les occuper. Puis après, il y a un petit peu de monde qui est venu. Tu vois, on est monté à 100, 200 euros par mois. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, il faut que je mette des trucs sérieux. Là, ça le fait pas. Et tout. Mm. Et je me suis pris au jeu et c'est monté, monté, monté. Et à partir d'octobre-novembre, c'était devenu ma source de revenus à la place de mon métier de speaker que je ne peux plus exercer pour l'instant. Et donc, tout l'hiver, j'ai passé énormément de temps sur ce blog à publier des choses intéressantes avec des amis qui sont coachs physique ou nutrition, qui m'ont écrit des articles contre rémunération. Donc, ça leur permettait eux aussi de bosser. Et là, on commence à sortir des trucs sympas, des e-books. J'ai pu faire un site avec un forum. C'est quand même assez agréable pour les utilisateurs. Mais ouais, il faut que les événements reprennent parce que c'est quand même ça la vraie vie, faut pas l'oublier. Mm. Ah, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est cool parce que tu as bien rebondi. Enfin, on parle aussi souvent de la professionnalisation des athlètes élites et Ouais. qui manque de soutien de la part de la FFA. Toi, dans ton cas, tu n'as pas attendu d'avoir beaucoup de soutien. Tu t'es sorti les doigts et puis tu t'es dit comment je peux rebondir par moi-même et finalement, ça l'a fait. Ouais. Bravo pour ça. Après, tu vois, je mettrais quand même un bémol à ça. Tu vois, là, tu as l'exemple de quelqu'un qui a réussi. Mais c'est un peu comme dans le sport, quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, qui fait une bonne performance, il faut que tu penses qu'à côté, il y en a plein d'autres qui ont échoué. Et moi, pourquoi j'ai réussi à faire ce Patreon, ce blog payant, c'est un truc en France, quasiment personne connaît en plus. C'est parce que voilà, je suis jeune, dynamique, ma formation d'ingénieur, elle m'a fait toucher un peu à l'informatique, même si j'étais pas très bon, etc. Voilà, va proposer ça à un speaker de 45 ans, il pourra, tu vois, il pourra pas le faire, il pourra pas y arriver. C'est comme tu voyais des. L'autre fois, il y avait un magasin de running qui allait devoir refermer à cause du confinement, et une personne lui dit, bah t'as qu'à faire du dropshipping, du click and Carrément. collect. Moi, je Ouais, m'y perds dans ces termes anglais. Je suis très mauvais en anglais. T'as qu'à faire du click and collect. Et, et non, ça marche pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain, je fais du click and collect. Du click and collect, bah, faut créer un site internet. Ton site internet, faut qu'il soit référencé. Ça, c'est un travail, c'est de la pub, c'est du marketing, c'est investir des ronds dedans. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Donc, si ouais, t'es bien pas sûr. un peu, si t'es pas un peu formé, tu vois, le mec qui est libraire, tu lui dis de faire du click and collect le lendemain, t'es le mec qui est perdu, quoi. Il sait pas quoi faire. Non, et puis en plus, tu es une boutique physique. Ton métier, c'est de conseiller les gens en physique. C'est pas de vendre un article sur Internet parce que voilà, le principe même d'une boutique physique, c'est de pouvoir essayer le produit. Si tu commences à dire aux gens, bah, j'ai aussi un site Internet, pourquoi est-ce qu'on achèterait sur le site et pas, enfin, tu vois, et pourquoi on viendrait dans ta boutique au final? Donc, Ouais, puis, chacun son métier, chacun sa spécialité, il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est dommage que ces gens-là n'aient pas pu travailler. ouais. Tu le vois bien avec, tu vois, ce live qui sera retrouvé en podcast qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Si toi, tu fais pas un peu de pub et un peu de promotion tout au long de l'année, bah, ton audience, elle va chuter, puis au bout d'un moment, ou alors ça augmentera pas. Là, si ton audience, elle augmente régulièrement, c'est parce que, voilà, t'en parles sur tes différents réseaux, etc., etc. Donc, il y a tout un travail derrière. Hmm. Que si tu n'as pas été formé plus ou moins, bon, je sais pas de quelle formation tu viens, mais si toi, quelqu'un qui a jamais touché un peu à tous ces outils informatiques, il peut pas changer du jour au lendemain. Hein, donc,
C'est pas parce que moi j'ai réussi que c'est la fête du slip et que tout le monde s'est réorienté dans la vie et que voilà. Non, mais par Derrière, il y contre, en a beaucoup qui souffrent, quoi. c'est sûr et certain, mais par contre, je trouve ça bien d'avoir trouvé un moyen de rebondir qui te corresponde, parce qu'il y a Ouais. forcément d'autres moyens qui correspondent à d'autres, quoi. Ça, c'est un moyen, mais c'est pas le seul, et puis c'est pas parce que toi tu l'as fait. Non, pas le seul. Non, il y avait aussi vendre de la drogue, j'ai hésité. Ça rapporte plus, j'aurais dû choisir ça. Alors, je l'ai pas dit au tout début, et pourtant les gens le font vraiment de manière très très active. Vous pouvez poser toutes vos questions au Duc ce soir. Ouais. Et donc la première question là, Gaël, demain départ pour l'échappée belle, cap ou pas cap? Ah putain, demain ça va être chaud. Il y a beaucoup de neige, Gaël, dans les Beldon en ce moment. Non, je pense qu'il veut dire est-ce que du jour au lendemain, en supposant que je sois relativement entraîné, parce que là je sors un peu de blessure donc on va se calmer, mais est-ce que du jour au lendemain je me jetterais dans une aventure comme ça? Euh, Franchement, je sais pas, c'est un peu long quand même, hein. Pour la moitié peut-être. Pour la moitié peut-être. En entier, non, il faut que ça mûrisse un peu. Ok. Alors, est-ce qu'on peut en parler justement de d'où est venu ce surnom du duc de Savoie? Est-ce que tu as déjà raconté un petit peu cette histoire? Parce que pour tout te dire, j'ai dans mes anciens collègues de boulot, quand j'étais pompier de Paris, j'avais une connaissance qui était de Savoie, et il était très investi dans le côté monarchique de cette région. Et Ah, t'as quand des je me poux dis ici. le duc de Savoie, je vais tout de suite repenser à ce gars-là, qu'on salue d'ailleurs, Yon Berod, si tu nous regardes. Et alors, d'où est venue cette envie de représenter cette région de cette manière? Ah, c'est vrai que je crois que j'ai jamais dû le raconter ça. Tiens, je pourrais faire la genèse du truc, ouais. C'est une bonne idée. Eh ben ouais, en fait, bon moi j'adore, tu vois, toute l'époque un peu médiévale, tout ça. J'adore parce que j'y ai pas vécu, hein, à mon avis, j'aurais toi direct changé d'avis. Mais j'aime bien la romance qu'on en fait, tu Ouais, vois, la ouais. romance du temps des châteaux forts, machin, bidule, les rois qui partent en campagne, ils reviennent 3 semaines après, ils passent 2 semaines au plumard, ils bouffent comme des goreilles, ils repartent en campagne. Enfin, j'adore, tu vois, Camelot, les films, tout ça, bon, tout le domaine médiéval, je suis absolument fan. Euh, et j'écoute aussi, rien à voir, mais ça me fait beaucoup rire, sans prendre aucun parti bien sûr, les vidéos de Papacito qui sont de la grosse rigolade, hein. Il fait des espèces d'interviews de lui-même en fait, donc déjà tu sens que c'est de la déconnade. Et à un moment donné, il s'était proclamé roi des Visigoths, je sais plus quoi, parce qu'il habite dans le sud-ouest et qu'il a des origines espagnoles. Et ça m'avait fait marrer, tu vois. Et puis un jour, en 2019, je remporte le Beaujolais Village Trail, je sais plus trop le nom que ça avait, Ultra Beaujolais Village Trail, c'était ça. On avait fait une belle bataille avec le local, bah, il aurait pas dû m'inviter, hein, Yann Nourri, et du coup, moi, je fais premier et lui deuxième. Et du coup, bah, ça m'avait fait marrer parce qu'il m'avait invité chez lui et tout, je connais un petit peu Yann. Et finalement, je viens chez lui, tu vois, je viens dans sa campagne, dans son Beaujolais, qu'il aimait bien, hein, il me l'a bien vendu. Et puis je le détrône en quelque sorte, tu vois. Et en rentrant chez moi, j'ai pensé à ça, à ce titre de duc, la Savoie, la monarchie, parce que tu sais, en Savoie, il y a un peu une histoire. Alors certains me diront qu'elle a été rattachée à la France de manière un peu scabreuse et que du coup c'est contestable. Et du coup, j'ai pensé au duc de Savoie, parce que quand tu es à Chambéry, tu as le château des ducs de Savoie. Chambéry, c'est la ville des ducs de Savoie, et ça m'a fait marrer. Et j'ai fait une vidéo qui est quasiment un plagiat de Papacito, sur YouTube, qui doit se retrouver assez facilement, et dans laquelle je te raconte la course comme si j'étais parti à la conquête des terres du Beaujolais, tu vois. D'accord. Et après, c'est parti, et progressivement, ça monte. Au cours de l'été, déjà, il y avait des gens qui me saluaient en disant le duc, etc. Tu vois, je pense que ça fait marrer. Le mot, rien que le mot, tu vois, quand tu le prononces, le duc, tu vois, il y a quelque chose, il y a du corps derrière, quelque chose. C'est comme Casquette Verte, on l'a renommé le baron de Paris. Alors, il en joue pas trop pour l'instant, mais ça viendra peut-être. On a Benjamin Paulin, c'est l'émissaire vosgien, tu vois. Donc, lui, attention, très, très, très bon coureur. Attention, les gens ne le connaissent pas, ça va venir. Et il y a le druide de Bretagne, tu ne le connais peut-être pas, c'est Jean-Adrien Michel.
Ah, qui si, avait je connais. fini, ouais, il finit juste derrière moi à Capton. Lui, c'est le druide de Bretagne. Lui. Et c'est un très D'accord. personnage aussi. Mais il joue pas trop dessus encore, mais ça viendra peut-être, ce serait marrant, tu vois. Ah, bah, Alors, on n'a va pas falloir de, une rencontre de tous ces personnages-là lors d'un live. Tiens. on n'a pas de marquis, hein, donc voilà, s'il y a une forte personnalité quelque part, c'est facile, il faut aimer votre région profondément. Et voilà, vous pouvez être marquis de je sais pas quoi. Vicomte, on n'a pas de vicomte non plus. Il manque un Corse L'intendant et un du Basque dans la Trièves. team, là. Ah oui, exact, ouais, ouais. Ah bah ça, c'est Ouais. des gens qui aiment beaucoup leur pays, ouais. Donc Ok, voilà, après ça a fait ton chemin, puis finalement je me suis dit que c'était pas mal de se cacher en gros derrière un personnage pour pouvoir vraiment raconter des conneries et que tout le monde comprenne que c'est de la blague. Parce qu'avant, tu vois, je faisais déjà des vidéos et des podcasts avant, et j'avais toujours un ton un peu, voilà, des fois t'as l'impression que c'est condescendant, des fois t'as l'impression que c'est pas sérieux, des fois ceci, des fois cela. Là, maintenant, tu sais que c'est le personnage du duc de Savoie, c'est plus vraiment Hugo Ferraille, bon, même si c'est toujours un peu mes idées quand même derrière, mais au moins tu vois quelqu'un qui va tomber dessus, il se dit ouais c'est quelqu'un, voilà, il fait un peu d'humour machin. Alors que des fois des gens tombaient sur mes vidéos puis ils pensaient qu'ils arrivaient sur Arte, tu vois, et qu'ils étaient déçus, ils comprenaient pas, ils mettaient un commentaire idiot. Enfin là ça n'arrive plus, c'est mieux comme ça avec un personnage comique. d'accord. Ok. Et t'as déjà eu justement des gens qui étaient vraiment très premier degré, qui sont venus te mettre des sales commentaires? Ouais, j'adore. Des haters? Ouais, si t'as pas de hater, t'as raté ta vie, c'est trop bien. Moi j'adore, je joue avec en fait. C'est comme un chat, tu lui amènes la balle, puis il met un peu des coups dedans et tout. Le hater, pareil, tu sais, je le nourris, tu vois, je lui réponds dans son sens. Alors il comprend pas, tu vois, il se dit putain, mais il devrait être énervé et tout. Et je dis, oh, c'est marrant, du coup, c'est marrant. Sans... C'est Mais un, oui, c'est t'en as toujours. Ouais. Alors c'est marrant, tu les rencontres jamais dans la vraie vie, bon. mais beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais pas, dans la vraie vie, ils sont confinés, j'en sais rien. Je les ai jamais vus. Bah, en même temps, s'ils sont sur les pelotons, tu les vois pas beaucoup, mais Non, non, alors, mais dans le monde du trail, c'est bonnard, hein. ouais, C'est vraiment en très cool. général, ça va, on est bien garnis, Ouais, nous. c'est très sympa. Bonsoir, le duc de Savoie. Quels sont ton ou tes objectifs pour cette saison? Nous demande Nicolas. Ah bah, il me connaît pas bien, lui. C'est facile, c'est l'UTMB. UTMB, UTMB, UTMB. J'adore cette course. Alors, qu'est-ce que tu penses de tous les gens qui décrient un petit peu cette course, justement? Ah, c'est des hypocrites. C'est Et souvent, pourquoi est-ce qu'il non, faut venir alors? pas tout le temps, mais en fait, souvent, c'est un problème qu'on voit, et tu vois, Ludovic Collet, il en parlait à un moment donné. C'est que les gens veulent participer à un événement mondial, et un peu pour se faire mousser, hein, on va pas se mentir. Hein. Tu dis à tes collègues de bureau que tu as fait UTMB, c'est la classe, tu vois. Et c'est vrai. Mais ils veulent pas les à côté. Parce que qui dit événement mondial dit grosse infrastructure, dit bah forcément derrière il y a un petit peu de salariés, il y a un petit peu de ceci, il y a un petit peu de cela. Ça coûte un peu cher. Vu que tout le monde veut venir, bah, les gens de Chamonix ils sont pas fous, hein, ils augmentent le prix des loyers. Bon déjà Chamonix de base c'est pas hyper, c'est pas la classe économie. Donc ouais voilà, quand tu participes à un événement mondial, faut pas se leurrer, ça va te coûter un peu. Et il y en a beaucoup qui voudraient en fait participer à un événement mondial et être tranquille, tu vois. Hmm. C'est pas pareil. Ok, donc toi, Par exemple, tu vois, à la Maxi Race, beaucoup se sont plaints, voilà, les bouchons, les ceci, les cela. Si vous n'aimez pas cette ambiance, il y a du monde à la Maxi Race, on le sait. Moi, j'adore. Bon, je suis speaker, mais j'adore. C'est un week-end, c'est énorme, c'est la fête, c'est voilà. Si vous refusez cette ambiance, mais que vous êtes un coureur voilà, plus rugueux, plus rustique, plus terrain, et ben en même temps, vous avez le Grand Raid 73. Vous avez un parcours de 75 bornes dans les Bauges. Vous êtes 300 au départ et tout se passe bien. Là, vous êtes tout seul. c'est vrai, il y en a pour tout le monde. Et c'est sûr que vous dites ça le lendemain au bureau, bah, les gens connaissent pas. Hein. C'est un peu moins classe, ouais. Euh, Bah, je vais le faire en off d'ailleurs, la Maxi Race. Si tu as 2-3 conseils, je prends. Ah, bah, si tu viens le week-end fin mai, je pense qu'il y aura beaucoup de monde en off. Non, je vais le faire début mai. Ah, d'accord. Ah ouais, toi, tu te déconfines direct, bam.
Au taquet. Début mai, je ne serai pas là. Par contre, oui, si alors ils n'ont pas encore statué, mais si la Maxi Race n'a pas lieu fin mai, je serais très triste, hein, parce que je te cache pas que c'est un joli devis quand même. Mais je vais aider des patriotes à le faire en off, tu vois. Tu vois un peu le D'accord. truc. Ouais. Je vais les Ok. ravitailler. D'accord, cool. Je vais faire aussi une partie en cours avec eux, mais pas tout parce que ça fait beaucoup. Faire Et le puis, 80, 82? ouais, alors, au début, ils voulaient faire 110. Heureusement, il y en a un ou deux qui les a calmés. C'est des fous furieux, hein, sur le forum, c'est des tarés. Donc, ils vont partir sur le 80, ouais, 82, 85. Ouais. D'accord. Ok. Bonne aventure. J'espère que ça se fera, Ouais. hein. Mais c'est Par pas. contre, méfie-toi, hein, début mai, la météo, ça peut être coton. Hein. Ouais, j'aurai ma petite assistance au cas où aussi. Ouais. Non, c'est juste, il peut neiger en fait assez haut, hein, enfin assez bas, pardon, début mai. On est emmerdé des fois au niveau les revards, donc tu peux tout avoir début mai. Tu peux avoir une canicule, tu peux avoir de la neige. En tant que Breton, ça va. Ouais, On vous êtes maîtrise les solide. En sommets. général, c'est pas ceux qui se plaignent le plus, ouais, c'est vrai. On maîtrise les sommets. Ça va. C'est pas très dangereux la Maxi Race. T'as uniquement le passage. Je sais plus, je connais même plus le nom. Roc de l'Ancrenat, voilà. T'as uniquement ce passage-là qui peut être délicat en cas d'intempérie. Le reste, c'est très très bien. D'accord. Ok. Je note. Alors, là, je crois qu'on attaque un sujet un petit peu sensible chez toi. Salut Hugo, à quand un retour à l'île de la Réunion, nous demande Johan. Ouais, j'ai un peu du mal avec ce grand raid de la Réunion parce que tu vois, beaucoup se plaignent, par exemple, du prix de l'UTMB qui est de 280 €. Bon, c'est sûr, c'est une somme, mais il faut voir le service que tu as derrière. La Réunion, le dossard, il est à 180 €. Je peux te dire que niveau balisage, c'est sûr qu'ils n'ont pas investi autant que l'UTMB. Tout le monde se perd chaque année. Alors, on parle à chaque fois des élites qui se perdent, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont perdus alors qu'ils étaient au milieu du peloton. Hein. Hmm. Parce que des fois, pendant 2 bornes, bah, t'as pas de balisage. Il y a des croisements, hein, tu sais pas où faut aller. Ouais. Donc tu te dis, bah, je vais aller tout droit. Et puis Normal. au bout de 10 minutes, tu vois un balisage. Alors là, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec ça. J'attends quelques années quand même, parce que suite à une erreur de balisage, on s'est retrouvé, on était au moins 50 coureurs sur des mauvais chemins. Et en plus, on était à 2 bornes d'un ravito, donc ça coûtait quoi d'envoyer quelqu'un mettre une rubalise? C'est quand même très simple. Hmm. Et du coup, ouais, je suis tombé, parce qu'avec la frontale, je cherchais un peu mon chemin. La panique, ça faisait une demi-heure quand même que je tournais en rond. Et je suis tombé sur une pierre, je me suis cassé la rotule. Donc ouais, si tu veux, en plus, tout le voyage était foutu. Parce que derrière, j'ai passé les jours qui me restaient allongés sur un canapé dans une chambre. Donc ouais, si tu veux, le voyage à La Réunion, il avait de très belles promesses sur le papier, puis c'était un peu le voyage catastrophe. Donc je vais revenir, bien sûr, parce que c'est quand même très joli, c'est quand même très beau, mais je laisse passer un peu de temps, encore. En termes d'ambiance, parce que souvent les gens présentent l'ambiance de la diagonale comme étant the ambiance. Il y a une énergie sur l'île qui est phénoménale. Toi, tu l'as vécu ça? Oh, c'est génial. Faut retirer ton dossard très tôt. Comme ça, après, tu te balades sur l'île avec ton, tu sais, ton petit bracelet, et tu Hmm. peux négocier les fruits au marché. Moi, j'ai eu 50% sur les ananas au bord d'une route nationale. C'était absolument fabuleux, une action merveilleuse. Donc, ouais, les gens sont vraiment fanatiques. T'as même pas fait le grand raid, hein. Tu leur dis juste que t'as le dossard et que tu as participé. Ça y est, t'es un héros de la mythologie grecque. Et au départ, c'est là où la vraie folie est au départ. Tu peux pas parler. Tu vois, quand le Ah ouais. départ est donné, tu cours sur la route, tu as 5-6 bornes de route pour atteindre les plantations de canne à sucre et après tu pars dans la forêt. Et là, il y a des gens à droite, il y a des gens à gauche. Les spectateurs, c'est des rangées, en fait. Il y a plusieurs rangées. Et ils crient tout ce qu'ils peuvent. Et tu peux même pas parler. Si tu cours à côté d'un gars, tu peux même pas lui parler. Vous n'allez pas vous entendre. Tellement ça hurle, tellement ça fait du bruit. Là, je pense qu'on est vraiment sur un départ, ou une arrivée Tour de France dans une grande ville. Vraiment, c'est un brouhaha terrible. Et après, ouais, après, les ravitaux sont très sympathiques. Ils sont étalés
c'est vraiment particulier. C'est vrai que niveau ambiance, c'est difficilement battable. Hmm. Ah, ça fait envie en tout cas de revivre ce genre de moments ou simplement de les vivre pour ceux qui ont jamais eu la chance d'y aller comme moi. Ça donne envie en tout cas de s'aligner sur ces courses-là. En tout cas, c'est vrai que ça nous manque, hein, tous ces départs qu'on ne prend plus. C'est Comment sûr, tu vis, même toi, moi, d'ailleurs, ça me manque parce que tu vois, j'ai pris de plus en plus de plaisir, là, surtout sur les événements en 2020, à vraiment à faire vraiment des beaux départs, tu vois, avec des textes un peu qui boostent les gens et tout. Et le dernier départ que j'ai donné, c'était l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Putain, il partait sous la pluie à 5 heures du mat. Enfin, c'était affreux. Même moi, je me suis sorti du lit, je me suis dit, ils vont annuler la course, pas possible. Et non, non, tout le monde était là et tout. Et là, j'ai fait un beau départ et les coureurs m'ont remercié. Donc, j'ai vraiment été content. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ils ont vraiment adoré. Et bon, 10 minutes après, ils avaient oublié, ils avaient froid, ils s'étaient mouillés. Mais ils sont partis vraiment vaillants. Ouais, bah c'est vrai que c'est souvent un truc qu'on retient, hein, le départ, la musique du départ. Quand il y a une bonne ambiance au départ, c'est vrai qu'on la retient et ça doit être un moment assez fort quand t'es speaker. À toi, qu'est-ce qui te manque le plus, Ouais. de prendre des départs ou de faire des départs? Euh, je sais pas, un peu les deux. En fait, en temps normal, vu que je suis quand même beaucoup speaker, je prends peu de départs dans l'année. Hmm. Et ouais, si, bah si, ça manque, tu vois, de prendre un départ de l'UTMB, c'est quand même sympa. En plus, c'est pas à chaque fois pareil. Tu vois, moi, j'ai fait 2018-2019. Il y a toujours sa petite spécificité, donc c'est sympa à faire. D'autres beaux départs, bien sûr, ou des départs un peu avec les copains, tout simplement, sur un trail plus régional. Donc ouais, ça manque, mais ouais, ça me manque vraiment aussi de faire le décompte, d'avoir les 300, 400, 500 coureurs devant toi qui partent, etc. Puis c'est beau à voir le peloton de la Maxi Race qui s'élance. Tu sais, c'est long et tu as vraiment l'impression de retourner au temps des Romains où tu as toute l'armée de Rome qui part. Puis là, tu en as 1500 et c'est très long, hein, 1500 coureurs qui partent. C'est sympa, ouais. Ok. Bon, j'ai hésité à afficher cette question et à traiter ce sujet, mais c'est un sujet que j'ai jamais traité dans une des émissions Café Trailer. Ah, c'est tabou. Un petit peu. Mais en off, tu m'as dit que tu n'avais pas de sujet tabou. Donc, Ouais, allons-y. mais j'ai menti. Engageons-nous sur ce sujet-là. C'est parti. Alors, Calamity Jess qui demande: Hello Hugo, que penses-tu de la nouvelle génération des traileuses, blogueuses, Instagrammeuses, tout ce que tu veux? D'ailleurs, ce sujet-là, on peut le mettre au masculin aussi, hein. Je vois pas pourquoi il est au féminin uniquement. C'est exactement ce que j'allais dire. T'as pas mal de gens. Alors, ils ont beaucoup de likes hein, quand même, j'ai remarqué. Tu vois, qui postent une sortie. Putain, mais ça fait 8 bornes, quoi. Mais ça intéresse qui concrètement? Et puis même les photos, en fait, juste ils mettent leur tête, quoi. Donc, ou un paysage plus ou moins discutable. Donc, moi, je leur en veux pas, tu vois. Ils partagent du bonheur au quotidien et ça fait quand même du bien aux gens. Mais je comprends pas trop le but, la finalité. Qu'est-ce qu'ils racontent à leurs femmes quand ils font ça ou à leurs mecs. Tu vois, c'est un peu bizarre, je pense, comme rapport au réseau. C'est pour ça que moi, je mets systématiquement des blagues ou des conneries parce que finalement, j'aurais du mal à être sérieux et tout. Ou quand je fais un post un peu, tu vois, pour mettre en valeur un sponsor, etc. Bon, déjà, mes sponsors, je les ai vraiment choisis par rapport à ce que ça me correspondait, mais je peux pas te mettre la photo d'un produit en te disant faut consommer ça, c'est pas mal. Je suis obligé de te le tourner à la blague, à la déconnade, et là, on a une petite offre Baou qui va sortir, et on s'est marré à faire une photo sympa et tout, donc ça, c'est une bonne manière de partager, je trouve, quand il y a la blague, la déconnade. Je sais pas si tu as déjà vu le film 99 francs avec Jean Dujardin, c'est exceptionnel. C'est Ou il y fabuleux. a longtemps. Ouais, mais c'est bien comme film. Ouais, Et, ouais, ouais. j'ai adoré sa vision de la publicité. D'accord, ok. Mais sinon, tu vois, qu'est-ce que je pense de la nouvelle Jeanne non plus en dire du mal. Hein. C'est quand même globalement
des gens qui essayent d'avoir la vie la plus saine possible, qui pratiquent un sport d'extérieur. C'est quand même des gens vertueux. Si tout le monde était comme ça, le monde serait fantastique. Hein. Il y aurait moins de problèmes. Hein. C'est quand même des gens gentils, tu vois. C'est plutôt des gens qui vont dans le bon sens. Après, ceux qui critiquent sont souvent un peu jaloux, tu vois, de l'auditoire qu'ils ont sur les réseaux, parce que la fille, tu la vois, elle met une photo, il y a 800 likes, toi tu t'es fait chier à mettre une belle photo, t'en as 126, t'as les boules un peu, tu vois. Du coup, tu dis, ouais, mais elle est nulle, elle mérite pas. Bah ouais, mais elle est jolie, elle a pris une belle photo, elle le vend bien. Ah, c'est un métier aussi. C'est du travail aussi, c'est vrai. Et puis moi, je pense que bon, alors après, je suis pas du tout objectif pour parler de ce sujet-là parce que je le fais aussi. Mais je pense que Mais c'est en fait, bien de reconnaître ses défauts. bah oui, non, mais j'ai aucun problème avec ce sujet-là. Et puis je Eh suis oui. très clair sur le sujet que il y a vraiment une recherche une part d'ego aussi dans cette pratique-là. Bon, on a Qui tous de l'ego, hein. Mais je pense qu'en fait, les gens qui font ça vraiment de manière quotidienne, etc., en fait, c'est les nouveaux qui étaient avant, les anciennes générations, c'était les gens qui étaient les piliers de comptoir et qui racontaient leur campagne au bar à tout le monde. Ouais, Maintenant, on utilise exactement. les réseaux. Ou tu sais, sur les. Parce que moi, je suis un peu jeune, mais j'ai des habitudes de vieux. Avant, il y avait énormément de forums et tu avais des gens mais qui racontaient des trucs Ouais. mais inintéressants et ils te faisaient des pages et des pages sur un truc mais bateau. Et oui, ce doit être les mêmes qui prennent une photo en train d'aller chercher la baguette de pain en courant. Parce que c'est pas. Tu vois, au final, si tout le monde irait chercher sa baguette de pain en courant, bah, il y aurait moins de maladies, de ceci, de cela, plus de gens en forme, etc. Quoi. Exactement. Bon, bref, voilà, sujet clos. Je l'aurais abordé au moins une fois dans une des émissions, donc c'est cool. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, et puis Camille me lance sur le sujet, donc ça tombe C'est bien. un fou, Camille. Camille, c'est un fou furieux. Bonjour, Camille, mon Camille, monarque. il a contacté Baou pour qu'il fasse la barre du duc. C'est-à-dire, c'est même plus moi qui demande en fait. Maintenant, c'est les patriotes qui se permettent de contacter mes sponsors pour obtenir des choses différentes. Tu vois, ils veulent eux-mêmes modifier la gamme en fait. Maintenant, on a passé un cran. Je ne décide plus. Comment arrives-tu à enchaîner autant d'entraînements? Et moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble une semaine type d'une préparation d'une grosse course type UTMB pour toi. Bah ouais, mais ça, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement, etc. Et moi, chaque semaine, elle a rien à voir avec la précédente. Alors, Admettons la pire, la semaine, le plus gros bloc que tu puisses te faire dans une semaine, ça peut être quoi? À peu près, hein, une fois, pour j'ai donner une fait idée aux gens 36 de ce que ça heures. représente comme investissement. Ouais, une fois, j'ai fait 36 heures, mais il n'y avait pas beaucoup de qualité. Maintenant, je fais un peu plus de qualité et quasiment autant d'heures, c'est vrai. Mais c'est difficile à dire parce que tu vois, en plus, avec le métier de speaker, très souvent, du lundi au jeudi, je tabasse, tu vois. Je tabasse et le week-end, c'est plus léger. Et là, c'est vrai que vu que je travaille plus vraiment depuis un an, bah, c'est un peu au compte-goutte, etc. Alors, tu vois, ce matin, je voulais partir courir. J'aurais pu y aller à 9h30, être rentré, préparé, et manger à midi. Finalement, je suis allé courir à 11h30 parce que j'ai fait un truc sur le PC et tout. Donc, te dire une semaine type, c'est compliqué. Après, voilà, c'est vrai que je descends quand même rarement en dessous de 15 heures. Euh, la moyenne, c'est 21 sur l'année. Et il y a beaucoup de vélo. Hein. 45% de mon activité est en vélo. Hmm. Donc, pour enchaîner, en fait, c'est que je pense que c'est la variété. C'est-à-dire que, comme je te le disais il y a 2 minutes, j'ai pas 2 semaines identiques. Alors, des fois, on va développer une qualité pendant 3 semaines. Je sais pas, on va faire par exemple 3 semaines avec du seuil, mais à un moment donné, il va être. Alors, il va y avoir 3, 4 séances un peu rébarbatives sur ces 3 semaines. Mais après, il y aura un peu de seuil à vélo, il y aura d'autres trucs travaillés aussi. Et du coup, tu changes vraiment un peu. Tu as vraiment l'impression de changer du jour au lendemain. Après, j'aime beaucoup aussi faire de la musculation, gainage, j'y passe énormément de temps. Euh, ouais, je pense que c'est beaucoup l'alternance des choses. Dès que tu me mets 4 jours de course à pied de suite,
là, tout de suite, il y a un peu des trucs qui se passent, tu vois. Ça me gonfle un peu, hein, mentalement, ça me casse un peu les pieds quand même au bout d'un moment. Les articulations, tu sens quand même, ça chatouille un peu tous les matins, tu vois. Donc c'est jamais gravissime, mais je sens que dès que ça devient un peu monotone, et il y a beaucoup de gens qui malheureusement font les mêmes semaines d'entraînement chaque semaine, dès que ça devient monotone, c'est là que les problèmes apparaissent pour moi en tout cas. Donc diversifier au maximum en gardant bien sûr une ligne directrice, mais si vos 8 dernières semaines elles se ressemblent, il y a un problème, que ce soit en termes d'intensité ou de quantité. En tout cas, c'est assez intéressant d'avoir encore ton avis qui appuie ce sujet-là, parce que depuis que je fais ces émissions, donc depuis juin 2020, je crois que quasiment tous les élites avec qui j'ai échangé font du vélo. Et quasiment tous. Là, j'ai pas de. Si peut-être Lucas Papi, je crois qu'il en fait pas. Mais sinon, je crois que. Il n'a pas le temps. Il parle trop. Je crois que tous ceux que j'ai interviewés font du vélo en complément. Et pourtant, j'avais entendu dire un jour, les Kenyans font pas de vélo pour préparer des marathons. Donc, pourquoi est-ce que des trailers feraient du vélo? Mais en même temps, bon, du coup, j'avais cette. Ouais, c'est pas le même sport. Le trailer, si tu veux, tu prends la moyenne du groupe, va quand même passer beaucoup de temps. S'il y a un peu de dénivelé, il va quand même passer pas mal de temps à marcher. Donc en fait, s'il veut être performant sur sa course, il faut qu'il soit dans une bonne condition physique. Et pour ça, il n'y a pas que la course à pied, il y a aussi le vélo. Alors après, tu peux faire d'autres sports, tu peux nager, tu peux faire du ski de fond, tu vois, je fais ça l'hiver, etc. Beaucoup autour de moi font un peu d'escalade et tout. Et il faut qu'au départ, ils soient dans une bonne condition physique. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui réussissent, bon, ils courent pas trop, ceci, cela, mais à côté, ils ont un métier physique, ils brassent tout le temps et tout, donc ils sont. C'est pour ça que quand je suis speaker, en fait, je m'entraîne pour l'ultra. Parce que je suis toute la journée debout, je vais à droite, à gauche, tu vois, je brasse sans arrêt sur la ligne, je bouge dans tous les sens, en plus, moi, quand je suis un peu en forme. Donc, à la fin, ouais, t'as vécu un peu un ultra aussi. Tu te le dis, ça? Je suis en train de faire une prépa ultra. Non, à chaque fois, le dimanche soir, je me dis, oh putain, je suis cramé. Il y a une période qui est très très dure en temps normal, c'est juin-juillet, tu vois, quand il y a c'est là où j'enchaîne beaucoup d'ultra au micro. Et là, vraiment, putain, t'es cassé, quoi, après. D'accord. Quand t'en fais 2-3 de suite, ouais, ça tabasse un peu. Ouais, j'imagine que ça doit être tabassé un petit peu, comme tu dis, ouais. Bon, celle-là, j'étais obligé de la présenter. Benjamin Martinez qui nous demande à quand un premier trail en Bretagne. Peut-être que tu en as déjà fait d'ailleurs. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de venir dans notre magnifique région. C'est très joli, ouais. Je suis venu 2 fois. Une fois, vers 16 ans, là, avec mes parents, on a fait le tour de la Bretagne en vélo. D'accord. C'est très très beau, ouais, très très beau. J'ai fait de très belles fringales aussi. Parce que moi, à 16 ans, j'ai fait toutes les bosses à bloc. Je peux te dire que des fois, je suis rentré mal. Et après, je suis revenu plus tard, à 19-20 ans, pour faire une Coupe de France VTT. D'accord. À Ploua. Ploua, ouais. Oui. Non, je crois que je confonds avec un autre parce que ça a été organisé. Dans le Morbihan. Bref, je me souviens pas. Mais c'était pas mal aussi, ouais, vraiment. Et trail, jamais du coup, parce que c'est vrai que ça fait quand même un très gros déplacement. Et en fait, depuis que je suis speaker, je participe quasiment plus à aucune course. Ou alors des fois, tu sais, je participe. Il y a des week-ends où je suis speaker que le dimanche et du coup le samedi, je fais une petite course locale, tout à fait par hasard qui traînait par là, quoi. Mais prévoir, hein, tu vois, Bretagne, il faut venir au moins la semaine, sinon tu profites de rien, voire même une dizaine de jours. Et c'est comme les Pyrénées, c'est un truc, faudrait y programmer, mais plutôt dans une période un peu vacances, un peu accalmie, et ça n'existe pas trop pour l'instant. Ouais, puis en plus la Bretagne, on y vient, on n'y passe pas. C'est pas un lieu de passage. Ouais, bah non, mais il y a toute une, voilà, t'es pas en train de visiter. Tu vois, t'es pas en train de visiter Grenoble, quoi. Il y a tout un patrimoine, il y a tout un. Voilà, et je pense qu'il faut faire plusieurs trucs quand t'es là-bas. Bien sûr. Ok, ça marche. Bon, j'aurais fait ma petite promo de ma région traditionnelle de chaque mercredi soir. C'est une très belle région, c'est sûr. Hein. Quand tu vois les gens qui y habitent, ils adorent ça.
Ah bah la Bretagne est une très très grande terre de trail, ça c'est évident. Ouais. Arnaud qui nous demande quels sont les conseils du Duc pour améliorer sa préparation mentale, ses trucs et astuces. Est-ce que tu en fais ça de la préparation mentale? Parce que ça c'est un sujet qui a Ouais. le vent en poupe, comme on dit. Ouais, et ben écoute, j'ai très longtemps dénigré cette pratique en prétextant que j'étais un homme fort, viril, qui n'avait pas besoin de cette aide. Et du coup, cette année, j'ai travaillé avec un préparateur mental pour soit me conforter dans ma croyance d'être l'homme le plus fort du monde et que j'avais besoin de personne, soit pour justement découvrir des choses. Et j'ai découvert des choses. Alors, j'ai aussi découvert qu'en fait, instinctivement, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec mon ami Nicolas Martin, l'intendant du Trièvre, euh, lui et moi, puis j'imagine tous ceux qui globalement réussissent, mais que ce soit en sport ou dans le domaine professionnel, etc., on fait instinctivement de la prépa mentale. C'est-à-dire, moi, j'utilise en fait beaucoup de leurs stratagèmes, on va dire. Et quand j'ai du coup démarré fin février avec ce préparateur mental, au début, pendant une séance ou deux, il a fallu qu'on se cherche un peu parce que tout ce qu'il me proposait était des choses que je faisais déjà. Il y a une très bonne lecture, c'est l'auto-hypnose de Kevin Mmh. Finel. Alors, je suis jamais arrivé à m'auto-hypnoser, j'étais très déçu. Mais il y a beaucoup de petits trucs et astuces dedans. Et en fait, ça touche un peu ouais, à la prépa mentale. Et après, qu'est-ce que j'ai fait pour progresser en prépa mentale avec ce gars, justement euh, Par exemple, on a fait un ancrage. Donc moi, j'estime que je descends mal et qu'il n'y a aucune raison pour que je descende mal. Tu vois, j'habite dans un milieu montagnard, j'ai accès à de nombreux singles. Par le passé, j'ai fait du VTT, même du VTT de descente. Je suis quelqu'un qui, normalement, devrait descendre pas trop mal, tu vois. Et j'ai plusieurs peurs, plusieurs craintes, etc. Et maintenant, avant chaque descente, quand je veux un peu envoyer la sauce, je pratique cette technique de l'ancrage. Donc c'est ça qui m'a appris le gars. Et après, un Alors, est-ce que tu deuxième peux point. nous en dire un peu plus comment est-ce que vous avez mis en place cette technique? Ah, c'était quand même une séance d'une heure et demie, parce que tu sais, c'est cérébral, alors il faut y passer un peu de temps. En gros, c'est un geste que tu vas faire Mmh. avant une situation. Donc moi, avant une descente, je fais un geste particulier. Et ensuite, j'attaque ma descente et ça me met dedans, tu vois. Je suis focus immédiatement. Mmh. Ouais, alors, Euh, pour l'expliquer ça aussi, moi j'aime bien utiliser l'exemple de la musique qui nous rappelle instinctivement un souvenir exactement, ouais. et associé en fait à un événement positif ou négatif d'ailleurs. Et le système de l'ancrage permet ça justement, un geste qu'on va associer à un événement positif. Exactement, moi on l'a associé à une course où j'étais très bien descendu, c'était au début de la TDS en 2016 justement. Donc ce très bon souvenir vient en fait faire l'ancrage, ouais. Et ça marche parce que alors pour ceux qui connaissent un peu, je fais beaucoup le Malpassant du côté de Méry, qui est une montée qui fait un KV à la fin. Je passe tout mon temps dedans dès que j'ai des exos en côte. Et du coup, qui dit côte dit descente. Et en fait, une fois j'ai fait 4 fois, non, 5 fois 200 mètres, je crois, et les descentes, je sais exactement combien de temps je vais mettre pour descendre. Et quand j'ai fait l'ancrage, j'ai gagné une trentaine de secondes sans y penser, quoi. Donc, comme D'accord. quoi, c'est réellement efficace et mesurable. Hmm. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est pas physique et on a encore un petit peu de mal avec ce genre de pratique. Ouais, je suis pas un grand fan hein, de tout ce qui est cérébral. Hmm. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses. Voilà. Ouais, non mais il y a Après, qu'à. après tu vois, souvent les gens se posent la question est-ce que je dois faire du complexe? Est-ce que je dois faire de la prépa mentale? Est-ce que je dois porter des chaussettes de contention? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Souvent, ils se posent cette question alors qu'ils courent déjà pas beaucoup ou qu'ils s'entraînent pas beaucoup. Euh, Posez-vous moins de questions, entraînez-vous un peu plus. Et c'est surtout quand même ça l'axe de progrès. Hmm, bien sûr. C'est vrai que. Après, quand tu arrives à un volume hebdomadaire un peu sympa, tu vois, 10, 12, 14 heures, là, tu commences à te dire, ouais, attends, peut-être ma récup, il faudrait que j'améliore des trucs et tout. Et c'est là où est le problème, en fait, c'est que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir besoin d'augmenter ta récupération. Ça, c'est Christophe Cario qui le dit.
C'est quelqu'un, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il est dans la gestion de la blessure en sport. Et donc lui, c'est grâce à ses livres que j'ai été initié en gros aux automassages. Terme qui peut paraître un peu improbable à ceux qui l'ont jamais entendu, puisque tu t'automasses avec un espèce de rouleau, mais c'est très agréable. Et en fait, justement, il le répète dans son livre, si tu t'entraînes plus, faut plus récupérer. Et du coup, c'est un peu chiant parce que plus tu t'entraînes, moins tu as de temps, mais il faut que tu passes plus de temps à t'étirer, plus de temps à te masser, etc., etc. Donc en fait, tu peux pas augmenter de manière linéaire ton entraînement. Bah, c'est sûr que quand tu vois le planning des gens qui sont notamment en stage au Kenya ou ailleurs à préparer des gros événements, c'est en gros ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment. C'est ça le planning en gros. Bah de toute façon, quand tu es en stage à Iten au Kenya, tu vas pas aller au cinéma, tu vas pas aller au théâtre, tu vas pas aller au resto avec tes potes parce que tout ça n'existe pas. Donc oui, tu as plus de temps, ça c'est sûr. C'est ça. Et moi, j'habite au Mont-Revard. C'est aussi pour ça que le terme confinement m'a quand même doucement fait rigoler. Nous, on est confinés toute l'année, hein, si tu veux, ici, on croise. Si, la police, j'ai croisé que eux pendant le confinement. Et donc, ouais, en fait, quand je suis chez moi ici, après, je descends le week-end pour aller sur les événements, puis le dimanche soir, je passe voir mes parents avant de remonter le lundi, parce que tu peux pas faire les courses le dimanche soir. Et du coup, quand tu es ici, 3, 4, 5 jours, tout seul dans ton logement, alors tu vas un peu dehors t'entraîner, tu vas sur l'ordinateur préparer l'événement du week-end, mais globalement, tu es quand même plutôt seul et loin de toute sollicitation. Et déjà, tu sens des effets positifs. Hein. Alors, ça se voit pas sur Strava, hein, cette espèce de calme, de solitude, de presque. Bon, pas ermite non plus, j'ai quand même un voisin. Mais c'est ça aussi qui t'apporte beaucoup plus dans la récupération. Ouais, c'est vrai que tu es plus focus. Quoi. Tu vois, le soir, une fois que tu as fini de manger, il n'y a rien à faire. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais tu vas t'étirer un petit peu, après tu vas lire un bouquin, puis tu vas te coucher, puis finalement, ça va être relativement tôt. Quoi. Donc c'est aussi en supprimant toutes ces. Tu vois, moi, je ne regarde pas du tout Cyril Hanouna à la télé. Hein. Comment ça Après, j'aime bien le citer lui, c'est un peu la bête noire. La cible facile. Avec une personne de ma famille, me disait que voilà, il y avait des anges à regarder, après il y avait ceci, après il y avait cela. Et en fait, il y avait tout un programme télévisuel à respecter qui prenait un masse de temps. Mais dans le trail, quand même, souvent les gens, voilà, ceux qui n'ont pas trop de temps, en fait, généralement, c'est parce qu'ils s'occupent beaucoup de leur famille. Il n'y a pas trop de glandeurs chez nous, ça va. Mais chacun peut réfléchir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut supprimer dans sa vie. Tu vois, c'est pas parce que je donne des conseils que je suis absolument parfait. Il y a plein de trucs que je fais, c'est des énormes conneries. Mais tu vois, tout le monde à son niveau peut supprimer des trucs pour être un peu plus calme, un peu plus tranquille. Moi j'aime bien faire des petits sondages comme ça pour prendre un peu la température chez les gens, savoir un peu leurs problèmes, etc. Et souvent, le plus gros problème du trailer, c'est ça, le manque de temps. Ça, c'est souvent. Bon, après, sauf le confinement. Ouais. Tu vois, par exemple, des fois, je me fais piéger. Hein, des fois, tu vois, 21h30, tu lis un peu, t'es relax, tu sais que t'as pas grand-chose à faire ce soir, t'as déjà tout préparé et tout. Et puis, tu chopes le téléphone, tu vois. Et là, c'est le gros problème, quoi. Tu tombes sur les réseaux sociaux et t'es foutu. Tu vois. Ça, c'est des trucs, tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Et avant, ce que je faisais, là, je le fais plus. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je recommence à faire ça. Quand j'avais été ingénieur, justement, en 2016, j'étais un nazi, là. J'étais un fou furieux chez moi. À 20h, je coupais le Wi-Fi. D'accord. Et là, je peux te dire que c'est terminé derrière. Radical. Ça, c'est une solution hyper radicale et j'ai fait ça pendant 1 an. Ouais. À un moment, j'avais mis un code sur mon téléphone qui se déclenchait à partir d'une certaine heure pour. Les applications étaient bloquées. Ah ouais, j'ai entendu parler. Et sauf que c'est moi qui avais le code pour les débloquer. Donc c'était un peu con. Ah oui. Ça fonctionnait pas. Non, mais il y a des trucs plus furieux qui existent. Dès que tu le lances, en fait, t'as beau faire ce que tu veux, ça ne marche plus.
Mais Ouais. en fait, on a besoin de cette contrainte, tu vois. De toi-même, tu vas avoir tendance à retomber un peu dans tes travers, dans tes défauts, parce que finalement, la société autour de nous est un peu comme ça. Alors, on vivrait à Katmandou, ce serait pas pareil, mais bon, en France, tu vois, on vit quand même tous plus ou moins dans des un peu villes, tout ça, on a un peu tous les mêmes codes sociaux, et du coup, si tu te mets pas des grosses barrières, ton instinct, il existe plus trop, quoi. Donc, il faut remettre un peu de discipline dans tout ça. En parlant de discipline, là j'en ai une bonne parce que là aussi j'ai fait un sondage et je suis calé sur le sujet. Attention. Bonsoir Hugo, pourquoi prononces-tu trail et non trail comme en français ou en anglais? Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que je dis try. Ouais, je dis tout le temps try. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop réfléchi. Alors moi j'ai Hmm, fait un sondage sur le sujet ouais, dis-moi. de savoir comment est-ce que les gens prononçaient ce mot. Et donc j'avais mis trail, trail, trail et autres. Et à 68%, Mais les gens ont répondu trail. ouais, en fait, je pense que c'est le plus simple. Tu vois, le troisième, c'était quoi? Trail. Comment t'as dit le Trail, troisième? Trail. Ouais, tu vois, c'est plus dur à prononcer. Trail, c'est oui. efficace. C'est rapide. Ouais. Trail, ça fait Ça clôture bizarre. le débat, au moins c'est trail. Voilà. Trail, t'as un peu l'impression que tu vas choper les chèvres et puis que tu vas faire un peu de lait. C'est bizarre, trail. Trail. Ok, bon voilà, sujet clos. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ce sujet-là que tu as fait pour ceux qui ne le savent pas, que tu as tenté de battre, tu as battu d'ailleurs le record du 24 heures de D+, pendant un court temps, je Ouais. crois que tu l'avais. Hein. Est-ce que tu comptes le refaire? Et déjà, si tu peux nous parler un petit peu de ce record-là. Ouais, bah alors c'est quelque chose de particulièrement intelligent qui consiste à faire le plus de dénivelé en 24 heures. Donc là, bah, si t'es pas trop bête, tu comprends que rapidement, il faut faire des allers-retours dans une bosse. Alors, comment tu Euh, choisis cette chose d'ailleurs? Est-ce que tu prends une avec gros D+, D+, moyen, ou tu fais plus de distance? Bah, au début, on se posait un peu la question, etc., etc. Et je pense qu'Élise Delannoy a mis tout le monde d'accord, puisque cette athlète féminine qui est très forte, hein, qui faisait. Combien elle a fait à l'UTMB? Je sais plus, je crois qu'elle a fait le top 5. Donc Élise, elle l'a fait sur un terril Oui. bétonné. Attends, Mm. comment ça s'appelle déjà? C'est une piste de ski dans le nord, un truc de fou. Ouais, terrible. Donc en fait, elle avait une pente qui était raide, mais sans plus. Faudrait lui demander. Je crois qu'on était autour des 15%. Et un terrain ultra propre, quoi. Et une bosse très courte. Et Lise, elle a fait 16 000 et quelques, quoi. Donc vraiment, c'était impressionnant. Mm. Sachant que le meilleur masculin, c'est Aurélien Dunant-Palas, qui est quand même un des meilleurs ultra-trailers, et qui a fait à peine 1000 mètres de plus, quoi. Donc tu vois un peu. Mm. Comme quoi, vraiment, Élise a montré à tout le monde ce que c'était le vrai terrain pour faire le 24 heures des plus. Donc là, j'ai fait une bonne pub pour les terrils. J'espère qu'ils sauront me récompenser. Les Lillois, si vous êtes Et par du là. coup, moi, je l'avais plus choisi un peu. C'était un peu ma bosse de cœur. C'est le mal passant, comme je disais tout à l'heure. Et je me suis arrêté, en fait, à un moment donné, il y a un petit passage falaise, donc je me suis arrêté avant parce que j'allais pas faire 24 heures dans la falaise. J'allais mourir. Et du coup, ouais, c'était un peu trop long comme boss. Il y avait trop de virages. C'était pas terrible, terrible. Ouais. C'est pour ça qu'après, ça a été amélioré une, deux, trois, quatre fois avec Elise. Ça a été amélioré quatre fois. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a trouvé le plus dur dans ce défi? Euh, Au bout de 6 ou 8 heures, donc tu as déjà fait, tu vois, 6 ou 8 heures, tu as déjà fait une bonne sortie, tu es content, Mm. tu vois. Et là, tu te dis, au bout de 6, tu te dis, j'ai fait un quart. Et là, ça te tue. En fait, tant que t'as pas fait la moitié, vraiment, c'est affreux. Tu te dis, mais D'accord. c'est impossible, tout ce qui me reste et tout. J'ai commencé à me sentir bien au bout de 15 heures, tu vois, tu commences à avoir la lumière au bout du tunnel. Mais ouais, c'est très très long, 24 heures. Après, tu vois, il faut se dire, voilà, finalement, je suis pas non plus parti à la guerre, tu vois, c'est quand même relativement.
j'ai mon ravitaillement qui est en bas, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir, c'est sympa et tout. Donc finalement, oui, pendant 24 heures, tu fais la même chose et physiquement, c'est un peu dur, mais ouais, si tu as été pompier de Paris, je pense que les trucs physiques un peu durs, tu as dû en faire, quoi. Au final, c'est jamais non plus, faut pas s'en faire une montagne. Bon, des allers-retours comme ça pendant 24 heures, non, j'ai jamais fait ça. Ouais, vous faites pas des stages un peu commando, là, des trucs un peu rigolos? J'ai fait des trucs un peu débiles, mais Ouais, ouais, je sais bien. Non, mais ouais, faut. Voilà, c'est vrai que c'est pas le truc le plus intelligent au monde, mais bon, ça se fait, quoi, hein, ça se fait. Ça te permet aussi de tester un peu ta volonté, ta capacité à aller au bout. Parce que du coup, tu peux faire ça autour de chez toi, donc t'as pas d'investissement financier particulier. Et ça te permet. Tu vois, si tu fais 24 heures sans réel souci, bon, hormis une fatigue, une ampoule, une connerie, tu vois, une petite hypo à un moment donné, etc. Mais tu fais 24 heures, après, t'es serein pour tes prochains ultras, hein. Parce que tu hmm. sais que tout seul, tu as réussi à trouver les ressources pour aller au bout de ce que tu avais prévu. Ouais, moi j'appelle ça le moment de référence. Tu sais, c'est ce moment où après, quand tu es dans un ultra, tu es dans le dur, et puis tu as envie d'abandonner, et puis en fait, tu te souviens de ce moment où tu as été beaucoup plus dur, et tu as quand même franchi le cap, et puis tu as continué, tu pas lâché. Et du coup, j'appelle ça ce moment de référence, ce moment qui a été très dur pour toi, mais que tu as quand même, où tu quand même continué, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, en 2018, non, 2019, j'arrive pour mon deuxième UTMB, puis bon, ils avaient voulu faire des petites interviews de coureurs là, sur la page de la course, et puis ils se sont dit, bon, on va peut-être pas interviewer toujours Kylian, toujours machin, toujours bidule, et ils ont voulu taper dans les élites un peu de seconde classe, tu vois, comme moi. Et j'avais fait une interview qui, c'est vrai, pour le néophyte, pouvait paraître très prétentieux, puisqu'en gros, je doutais pas vraiment de ma capacité à franchir la ligne. J'étais plus focus sur voilà, les temps de passage, la place, etc., le côté vraiment compétition. Et quand il m'avait demandé est-ce que vous allez être finisher, j'avais dû répondre bah oui, ou un truc comme ça, quoi. Mais parce que avant, j'en avais bouffé à l'entraînement, quoi, tu vois. Hmm. Je savais que tu me mettais 20 heures dans une forêt dehors, bon, bah ça allait aller, quoi. Hmm. Ouais. D'ailleurs, c'est pas un peu dangereux d'en arriver à ce stade d'assurance. Souvent, c'est quelque chose que je me dis parce que dans mon cas, faire 50 kilomètres, ça va. Je suis sur un parcours en Bretagne, c'est bon, quoi. Je suis à peu près sûr que je vais terminer. Mais des fois, je me dis, il y a des gens, ils ont fait des dizaines de trails comme ça, et un jour, ça ne l'a pas fait. Ils n'avaient pas envie, ils ont mis clignotant. Et moi, j'ai vraiment pas envie que ce jour-là arrive un jour. Et du coup, je me dis à chaque départ que c'est un nouveau départ et qu'il faut pas avoir trop d'assurance. Toi, tu le vis comment, ça, cette situation? En fait, j'ai tellement préparé la course en amont, en regardant le parcours, en discutant avec des amis, en planifiant les ravitaillements, en ayant un entraînement cohérent pour cet objectif. Alors c'est pour ça que moi, des vrais objectifs, j'en ai 3 dans l'année, pas plus. Hmm. Donc là, c'est vraiment un truc où j'arrive dessus, je pourrais écrire un livre sur la course tellement je l'ai bossé, quoi, tu vois. D'accord. Tellement je connais le parcours, machin, tout. J'apprends même le kilométrage des montées par cœur des fois, etc. Donc en fait, quand j'arrive sur l'événement, si tu veux, je vais un peu avoir tendance à exécuter le plan. Euh, c'est un peu comme ils disent dans le GIGN, cibler, exécuter. Puis après, tu passes à un autre problème à chaque fois. Donc j'ai un peu ça en tête, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver au premier avito? Ça. Quand je suis au premier avito, je passe au deuxième. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça. Et du coup, ça passe assez vite, ça tourne assez vite. Après, il y a quand même des moments où tu es là, voilà, pendant une demi-heure, tu regardes un peu le paysage parce que c'est la montée du col du bonhomme, donc il se passe pas grand-chose. Du coup, ouais, tu t'amuses un peu avec ta frontale, tu regardes où ils sont derrière, etc. Le bénévole en haut avec la lumière et tout. Donc il y a quand même des moments d'évasion, un peu de relâchement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a toujours ces tâches à faire, tu vois, pour arriver au prochain ravito, etc., qui te permet, ben, de un, de ne pas tomber dans une euphorie. Je pense que quelqu'un, quand il participe, par exemple, pour la première fois à un gros événement, bah, comme on va citer encore l'UTMB, parce que c'est mon expérience, donc je ne vais pas te parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais la première fois que tu y vas, il y a, tu vois, il y a Hmm. l'euphorie, l'enthousiasme, la découverte. Et ça peut te faire oublier plein de trucs, tu vois. Tu peux arriver à Saint-Gervais au bout de 2 heures et demie de course et te dire merde, j'ai pas mangé, putain le con. Donc faut rester ouais, très focus sur son plan. Et une fois qu'on est focus sur son plan,
et ben on a tout le temps de divaguer. Tu vois ce que je veux dire? Une Hmm. fois que tu as la discipline qui est bien ancrée, tu peux dévier, plaisir, machin, parce qu'à chaque fois, tu vas te rappeler à la bonne heure du bon truc à faire, donc le reste du temps, tu es libre de tout ça. Donc ça, c'est pas mal, ça m'aide beaucoup. Et après, c'est vrai que des fois, tu peux avoir aussi trop d'assurance. C'est un petit peu peut-être ce que j'avais eu en 2019, où tu as tendance à banaliser un peu le truc. Et voilà, c'est vrai que du coup, j'avais peut-être moins fait attention aux conditions météo que d'autres. Mais bon, c'est quand même un peu dur à dire. Mais c'est vrai que, ouais, encore une fois, il faut trouver un juste milieu entre avoir trop peur de l'événement, parce que tu peux générer un stress qui va être embêtant pour toi. Surtout au niveau du ventre, souvent ça nous noue l'estomac et on peut plus manger correctement. Là, t'es foutu. Ou être justement, ouais, trop d'assurance et oublier qu'un ultra, bah, c'est avant tout une gestion de plusieurs points et que si t'en oublies un, t'as une dette que tu vas traîner jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc, faut un juste milieu, ouais. Là, je suis content qu'on ait évoqué ce sujet parce que ça encore, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité dans les émissions et cette gestion comme ça d'événements sur la répétition. Comme ça, c'est vrai que d'éviter Bah, d'arriver ça, c'est un avec. truc de prépa mentale, ouais. En fait. Tu vois, moi, je le faisais tout seul déjà, préparer la course. Je regardais beaucoup de vidéos du parcours, j'adore ça. Euh, et en fait, oui, c'est un truc de prépa mentale, d'être focus sur l'événement. Donc, tu vois, un petit truc comme ça, voilà, si vous êtes coureur, vous avez un objectif. Et ben, le mois avant votre objectif, voilà, regardez où sont les ravitaux, quelles sont les barrières horaires si ça vous intéresse, quel est le matériel obligatoire, regardez votre sac. Allez courir avec le sac que vous aurez le jour de l'événement. Voilà, pendant le mois avant la course, faites ce que vous faites d'habitude, mais en pensant à la course. Regardez si le gars de la planète Trail, il n'a pas fait la course avant. Exactement. Au hasard, hein, au hasard. Euh, il y a Fleur qui veut revenir sur ton activité de speaker. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en tant que speaker? L'arrivée qui t'a le plus marqué? Il y en a une qui te revient en tête souvent quand tu y repenses. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a. J'ai jamais trop réfléchi. Ouais. Moi, j'aime bien tous les événements où je vais, donc c'est dur à dire. Puis ils sont tous différents. Alors, tu vois, en classer un au-dessus des autres, ce serait quand même dur. Après, je Mhm. pourrais te citer un souvenir qui me revient vite, quoi, disons. Un truc qui avait été sympa, c'était le sprint entre Patrick Bringer et Benoît Cory au Trail du Sancy 2019. Là, il y avait eu une incertitude, et en fait, globalement, tous les spectateurs connaissaient Patrick Bringer au Sancy et savaient que voilà, c'est quelqu'un qui aime bien la confrontation. Donc, si tu veux arriver avec Benoît Cory, on savait qu'il allait essayer de la lui faire à l'envers. Tu vois, il allait faire le sprint un peu loin, etc. Mais on voyait le vieux briscard qui allait le fumer au sprint, un truc comme ça. Et en fait, il s'est passé l'inverse. Mhm. Donc, il y avait la surprise et tout, l'émotion. Puis, c'est quand même beau de voir un vrai sprint à l'arrivée. Tu vois. Il y a eu ce côté arrivée d'étape vélo, tu vois, avec Ouais. vraiment un sprint. Puis il l'a dépassé dans les 3 derniers mètres. Hein, donc c'était. Donc là, ouais, il y avait le public sous tension. Alors moi, j'ai crié tout ce que je pouvais. Après, j'avais mal à la gorge et tout. Ça Ludo, il m'a dit, il fallait pas trop le faire. Mais ouais, ça, c'était un bon souvenir. Après, il y en a d'autres. Ouais, des fois, t'en as un qui passe la ligne d'arrivée. Puis tu sais, c'est peut-être le 50e ou le 100e coureur. Donc toi, au niveau du micro, tu commences à être un peu détendu, tu vois. Et puis lui, par contre, a vécu un vrai truc. Genre, il s'est fait mal au début du parcours, il a rallié la fin comme il pouvait. Ou il s'est remis au sport l'année d'avant et c'était un peu un défi personnel et tout. Et des fois, il vient vers toi pour en toucher deux mots. Et puis là, bah, tu lui donnes un peu le micro et il raconte aux autres. Et ça, c'est un bon moment aussi. Mhm. C'est Ça, vrai ça arrive que plusieurs fois, tu vois. C'est dur d'en citer un. toutes ces histoires que tu dois accueillir, ça doit demander souvent un peu même beaucoup d'empathie parce que les gens, ils ont vécu vraiment un sacré truc et faut être passionné un peu des histoires des gens pour pas s'en foutre complètement. Même si des fois, au bout de 24 Ouais, heures, ça doit être difficile d'accueillir la centième histoire ou la millième histoire de la même façon que la première. ça dépend. Moi, je suis Non? très curieux. Je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, mais qui n'ont presque aucun lien avec le sport, des fois. Et du coup, tu vois, à l'arrivée, tu peux me raconter à peu près n'importe quelle histoire. Je l'écouterai toujours de la même façon. Et après, ça me fera réagir à chaque fois différemment. Mais non, j'aime bien. Moi, j'aime bien, tu vois. J'aime bien cette diversité.
Alors, t'as dit presque un gros mot dans l'esprit trail, les fanatiques de l'esprit trail. T'as dit sprint à l'arrivée entre deux Ah ouais. coureurs. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet de l'esprit trail? Est-ce que tu penses qu'il y en a vraiment un? Est-ce que tu penses qu'il évolue? Est-ce que tu penses que faire un sprint à l'arrivée, c'est esprit trail? Non, il y a un vrai esprit sur les trails. Et si vous en doutez, c'est que vous ne connaissez pas les autres sports. Vraiment, en trail, alors peut-être que des fois certains vont avoir des petites déviances, voilà, il y en a toujours un peu à droite à gauche qui vont pas être terribles, mais globalement, quasiment tous les gens sur un événement trail sont quand même des gens extrêmement sympathiques, extrêmement gentils, qui ont tous une vie quand même pas mal active, etc. Et dans d'autres sports qui sont quand même beaucoup plus axés compétition, il y a énormément de regards en coin, de médisance, de bruit de couloir. Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai pratiqué le vélo en compétition, mais pas seulement, d'autres sports, un peu de gymnase, un peu d'intérieur, plus jeune et tout. Et quand même, à chaque fois, les souvenirs du trail sont complètement différents. On a quand même vraiment l'impression d'être dans un truc très cool sur chaque événement. Hmm. Donc, il y a un vrai esprit par rapport aux autres sports. C'est quand même le seul sport où, bon, ne le faites pas parce qu'il y en a déjà beaucoup qui lui demandent des photos ou qui lui serrent la main. Mais voilà, au départ, vous pouvez être à côté de François Den. C'est le meilleur ultra-trailer mondial, enfin un des meilleurs, peut-être pas haut, parfois est meilleur ou pas, etc. On s'en fout. C'est un des meilleurs. Vous prenez le départ à côté de lui ou 2 mètres derrière. Ça n'existe pas ailleurs. Hmm. Donc, c'est quand même génial. Puis bon, tous les gars qui sont devant, tu vois, en trail, ou les filles sont quand même des gens relativement abordables. Si tu vas discuter avec eux, tu peux leur poser une question et ils vont toujours te répondre, etc. Il y a des sports, tu vois, Neymar, jamais tu l'approches, hein, ça c'est sûr. Et dans plein d'autres sports, pareil, tu vas jamais approcher ceux qui sont dans les premiers, c'est pas possible. Et en trail, ouais, tu peux discuter avec eux. Il y en a qui répondent plus ou moins sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils ont quand même tous un caractère relativement sociable. Et après, pour cette arrivée main dans la main, je dirais qu'il y a 2 arrivées main dans la main. Comme le chasseur et le mauvais chasseur. Le bon et le mauvais. Il y a la bonne arrivée main dans la main. Quand t'es pas trop premier, que t'as vécu un ultra un peu difficile, ou une course un peu difficile, puis le collègue t'a aidé, ou toi t'as aidé le collègue et tout. Voilà, souvent ça arrive, hein, t'en as, ils passent l'arrivée, ils sont 2 main dans la main, ouais, génial, machin et tout, parce que voilà, ils ont vécu un truc, ils ont eu des problèmes que tu sais peut-être pas, etc. Ils se sont serrés les coudes et ils passent l'arrivée main dans la main. Après, sur le premier, tu vois, c'est un peu plus dérangeant. Pourquoi le premier, il passe main dans la main? Tu vois, quand même, le premier, il n'est pas là pour être finisher, donc il est quand même là. Les premiers sont quand même là pour un aspect compétition, donc si t'as pas pu te départager pendant, tu tentes un petit sprint à la fin, tu vois. Donc le premier, je dirais que quand même, c'est un peu plus. Après, sur une petite course, ça peut être sympa. Mettons, t'as 2 ou 3 coureurs très forts au départ, mais sur un petit trail local, tu vois, qui paye pas de mine comme ça. 2 champions sont venus un peu en préparation, on va dire. Et ils font la course, voilà, à des moments ils se lâchent un peu, il y en a un qui est devant l'autre, etc. Puis au final ils se retrouvent un peu, bah, c'est le petit trail régional, c'est la bonne ambiance, on passe main dans la main, tu vois. Après, sur une course un peu plus renommée, sur un truc un peu championnat, etc. Là, on n'est plus trop dans le même état d'esprit, puisqu'on est plus sur un trail régional, bon enfant, on est sur un truc un peu plus compétition, qu'on a un peu plus préparé. Là, on a envie de battre l'autre, on a envie de le battre au sprint. Moi, globalement, sur une ligne de départ, tous les athlètes un peu costauds à côté, je les connais, soit parce que je discute avec eux, soit parce que je m'entraîne avec eux, soit parce que je les ai déjà eus au micro à l'arrivée. Donc, si je suis amené à. Tu vois, par exemple, au Trail du Ventoux, j'ai fini dans les 30 premiers. Je ne gagne pas le Trail du Ventoux, je n'ai pas les capacités. Je finis dans les 30 premiers. J'arrive avec Alvin Lair, qui est un bon espoir. Je lui ai mis un sprint de bâtard. J'étais pas très bien, il m'a rattrapé. Je lui ai laissé croire qu'il était mieux. Je me suis mis derrière. Et il y a une petite bosse avant l'arrivée du Ventoux. La bosse, je l'ai fait derrière lui en soufflant un peu exprès. Du coup, lui, il l'a pas fait trop vite. Au sommet, j'ai mis un taquet, j'ai bien descendu. Et là, j'ai sprinté mais tout ce que je pouvais dans les 200 derniers mètres. J'étais à plus de 20 km/h, j'ai regardé au chrono. Et c'était pour la 28e place.
Et ça nous a fait marrer, si tu veux. Après, on est tombé dans les bras, on a rigolé. Il m'a dit, ah putain, le salaud, je pensais que t'étais mort et tout, tu vois, c'était rigolo. C'était pas, tu m'as battu, t'as fait exprès, gna 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 gna. Ça, tu peux le voir en vélo. En trail, non, que t'arrives main dans la main ou au sprint, c'est toujours le plaisir, quoi. Ah, c'est sûr, cette mixité aussi sociale, moi j'adore cette. C'est quelque chose que tu retrouves difficilement dans beaucoup de sports, que le fait de pouvoir discuter avec des gens de tous les milieux sociaux différents. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est presque ça le principal truc de l'esprit trail aussi, et que tu ne retrouves pas dans beaucoup d'autres sports. Ouais, tout est simple, quoi, en trail. Voilà, la simplicité, ouais, tout à fait. Même l'entraînement, globalement, tout le monde peut s'entraîner un peu autour de chez soi. Voilà, t'achètes une paire de baskets, un short qui t'irrite pas trop, et puis c'est parti, quoi. Donc, après, D'ailleurs, on le voit avec compléter tous les pour gens qui acheter peuvent d'autres plus trucs. pratiquer leur sport. Hein. On le voit avec tous les gens qui peuvent plus pratiquer leur sport. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Ils c'est vont ça. courir. Alors, regarde un nageur. Mm. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, un nageur, non, parce qu'il a des dérogations, mais moi, j'ai un Chez ami nous, il va en mer. Ouais. J'ai un ami qui est triathlète, et si tu veux, il a pas accès à la petite dérogation au niveau, donc il peut pas aller à la piscine. Ça fait 1 an. Il a été triathlète parce qu'il était bon en course à pied et en vélo, donc la natation était son point faible. Ça fait 1 an qu'il n'a pas bossé son point faible. Lui, même quand les triathlons ils vont reprendre, c'est inimaginable de participer, tu vois. Ah oui. Nous, voilà, même avec 1 kilomètre autour de chez nous, on faisait n'importe quoi dehors, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Donc le trail, ouais, c'est simple. C'est ça, c'est clair. On a cette chance-là d'avoir ce sport assez simple. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, si ce n'est d'être en bonne condition physique quand même, un minimum. Le trail au JO, t'en penses quoi? Nous demande Arnaud. Je pense quand même que ça a très peu de chances d'arriver. Pour moi, les JO sont quand même une énorme farce, puisque j'ai du mal à me passionner pour les JO. Chaque année, c'est n'importe quoi l'organisation, et ils te construisent des trucs qu'on ni queue ni tête, alors qu'on pourrait faire avec les infrastructures existantes, parce qu'il faut toujours plus, toujours ceci, toujours cela. Au final, on comprend rien, il y a trop de sport, on est perdu. Ouais, le trail au JO, bah, ce serait une très mauvaise chose, hein, s'il y arrive, ça servirait absolument à rien. C'est pas du tout télévisuel, ça ferait chier tout le monde, personne regarderait. Déjà, le vélo, c'est plutôt joli et sympa à voir, et en fait, il y a vraiment que les passionnés qui regardent. Donc, du trail où les gens vont tout doucement, ouais, ce serait quand même très dur. Ou alors, tu fais un trail sur circuit, bah alors là, c'est pas foufou. Quoique, ça pourrait être marrant une fois de faire un trail en circuit. C'est vrai qu'on n'en fait jamais, en fait. Ouais. Pourquoi pas? Mais ouais, t'aurais du mal à le filmer quand même. Tu vois, même l'UTMB qui ont un live qui est pas mal, tu le regardes pas toute la journée quand même. Tu vois, tu regardes un petit peu, mais après, bon, c'est bon, tu passes à autre chose. Ouais, le trail, c'est quand même dur à être passionné par la course de A à Z. Par contre, ce qui est pas mal en trail, c'est les vidéos d'après-course, tu vois, quand c'est pas trop mal filmé, que tu comprends un peu comment ça s'est passé devant et tout, etc. Qu'il y a des beaux paysages, ça t'apprécies, ouais. Mais sur le moment présent, c'est dur. Tu vois, j'ai commenté le marathon du Mont Blanc qui proposait un live d'excellente qualité en 2019 avec Greg Volet et son équipe. 5 heures de commentaires. Alors là, si vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, c'est exceptionnel, hein, avec Michel Lannes. C'était 5h30 du matin. On avait fait 2 nuits blanches. Donc là, on a dit beaucoup de conneries, c'est vrai. Mais c'était un peu long à commenter quand même, parce que tu vois Andy Walker qui court très vite sur la plaine au début. En 1 minute, t'as tout dit, et il lui reste un quart d'heure sur la plaine. Donc c'est un peu long. Ouais. Là, faut meubler. Ouais, tu meubles, mais c'est pas. Ouais, c'est quand même dur. Hein. Mais c'est justement, tu disais Greg Volet qui en parlait de ce sujet dans Let's Try, le podcast, dans lequel on est passé tous les deux. Ouais, il était très bien, je l'ai écouté cet épisode. Et sur le sujet du trail des JO, il en parlait, il comparait ça avec le passage du VTT justement au JO, et je vous conseille d'aller écouter Greg Volet dans Let's Try, le podcast pour ce sujet du trail au JO, c'était passionnant. C'est vrai que ça a totalement changé la pratique du VTT.
Mais en trail, en fait, c'est trop tard. On pourra pas. Je pense pas qu'on. Peut-être je dis une connerie dans 10 ans, on se dira, mais il est nul, c'est Tuco Ferrari, il avait rien compris. En trail, je pense qu'il y a déjà tellement de gens qui pratiquent, tellement de gens qui ont leurs habitudes, qu'on ne Hmm. pourra pas vraiment changer le trail. Le vélo, en fait, ils sont passés à des parcours de 40, 50 km, à des parcours en circuit. Mais parce que derrière, il y avait des championnats de France, il y avait une fédération, c'était très, 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 très bien organisé. Nous, en trail, c'est le boxon, on va pas se Un peu mentir. dans le cas encore. C'est le bordel. Et on adore ce bordel. Donc, je pense que personne ne nous fera trop changer quand même. Ah, disons que dès qu'il y en a un qui voudra changer, en fait, il se fera bouffer par les autres à côté qui font comme d'habitude. Bah, il y a plein d'organismes qui s'y lancent, hein, entre l'ITRA, l'UTMB Group, enfin tous ces organismes-là, des gros trucs qui s'investissent dans l'organisation du trail. Tu vois bien, hein, dès que ça commence à vouloir mettre trop de règles, ça râle, hein. Mm. Ouais, alors après, tu vois, l'UTMB Group, alors c'est un peu comme la Maxi Race, en gros, c'est une franchise, Mm. mais une franchise qui est beaucoup plus saine que McDonald's, je vous rassure tout de suite. Ils organisent des courses dans des lieux un peu paumés, un peu perdus, Ushuaïa, la Thaïlande, la Chine, je sais pas quoi. La Maxi Race, tu peux aller sur des îles, sur des trucs, des machins. Et Maxi Race Équateur, Maxi Race South Africa. Euh, je pense que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse sur un point, c'est que ça te permet d'aller faire une course dans un pays un peu bizarre quand même. Et tu sais que tu vas retrouver des choses relativement sécuritaires. Mm. Tu sais que tu vas retrouver un balisage que tu connais, tu sais que tu vas pas être perdu sur le village départ, etc. Tu vas comprendre. Tu vois, moi, par exemple, si tu m'envoies faire un ultra trail en Chine, j'ai peur. Je sais pas où je vais, c'est grand, je connais pas la course, comment ça va se passer, est-ce que je vais me faire agresser pendant la course, j'en sais rien. Alors que si c'est organisé par UTMB Group ou je sais pas quel nom ça, etc., je suis rassuré quelque part. Mm. Je me dis, c'est quelque chose que je connais. Alors, je suis pas en train de partir en vacances avec des potes, mais voilà, c'est quelque chose que je connais. S'il l'organise, c'est que ça marche, etc. Donc, voilà, je peux payer mon billet d'avion. Je suis moins craintif, quoi. Pareil Ouais, il y a avec un les petit événements tampon de qui est assez la rassurant Maxi quand même. Race. Il y a ce petit côté rassurant. Ouais. Je suis pas non plus un grand aventurier. Ah, tu vois, Alors, UTMB Oman. oui, Moi, aller Oman, j'ai un peu peur, tu vois. Alors que jamais. UTMB Oman, tu sais que quand tu descends de l'avion, voilà, tu vas aller dans l'hôtel qui va bien, tu vas avoir le transport, etc. Tu vas être pris en charge, ça va bien se passer. Pareil, le marathon des sables. Moi, naturellement, je vais pas aller courir dans le désert. J'aurais peur d'à peu près tout. Là, bon, tu es sur une organisation un peu rassurante, donc c'est pas mal. Ouais. C'est un type de course qui t'intéresserait d'aller faire? Non. Non, mais j'avais prévu d'y aller quand même parce qu'il faut pas mourir idiot. D'accord. Ah, Attention, cette moi, phrase peut vous amener très loin. il paraît que c'est une sacrée aventure quand même, cette histoire de marathon des sables. Ouais, ouais, on m'a raconté que c'était pas mal. Alors là, du coup, il est décalé, il peut pas avoir lieu. Hmm. Je ne sais pas. Alors moi, je ne pouvais pas reporter mon dossard en octobre. Je ne sais pas s'il pourra se reporter sur les prochaines années. Il faudra que je regarde. Mais si c'est le cas, cette fois, je m'organiserai mieux pour le faire en équipe. Là, j'allais le faire tout seul. On m'a dit que c'est quand même vraiment mieux en équipe. D'accord, ok, intéressant. Alors, il y a Guillaume qui demande Salut le Duc, raconte-nous ton histoire avec la marque Altra, tes coups de cœur, tes coups de cœur, ouais. Ah, c'est une très vieille histoire. Ultra, j'avais acheté une paire de Lone Peak en 2015. D'ailleurs, j'ai gagné l'intégrale des courses avec les Lone Peak parce que je trouvais que c'était trop la classe de courir en zéro drop. Ok. J'étais et je suis toujours fan d'Anton Kuprika. Donc je voulais presque courir pieds nus à un moment donné, puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et j'ai pris ces Altra, ces Lone Peak là, en 2015. Putain, super sensation. Bon, pas de bol. Vu que j'ai gagné l'intégrale des courses devant un athlète du team Adidas, j'ai un peu été repéré par Olivier Guy qui s'occupait du team Adidas à cette époque-là. Et on a démarré une aventure avec Adidas. Et c'était vraiment sympa. En plus, il y avait plein de belles personnes dans ce team à l'époque. Il y avait Julien Rancon qui est génialissime. Il y avait Seb Speller. Il y avait Sylvain Cour qui sont des gens absolument adorables. Et Eric Clavry. Euh, Et en 2016, ouais, tu vois, avec les Adidas, il y avait quand même beaucoup de paires. Elles étaient trop rigides ou elles m'allaient pas, etc.
En gros, je pouvais courir qu'avec les Raven ou avec les Adios. Ok. Et vu que j'avais pas reçu ma paire de Raven avant la TDS, j'ai pris le départ en Adios, Ok. qui est une chaussure recommandée pour le marathon, pour ceux qui connaissent pas la gamme. Génial. Bon, après, Adidas, ça s'était arrêté en 2016. C'est dommage. Bon, c'est un grand groupe, donc ils prennent des décisions aussi intelligentes que le gouvernement français pour son peuple. Et du coup, ils avaient décidé d'arrêter le Team Try. C'est des gens qui décident qu'on n'a jamais vu, jamais connu. Bon. Et Olivier Guy était très triste, hein, comme nous tous, bien sûr. Donc, fin de l'aventure, et je démarre 2017 un peu avec ma bite et mon couteau, quoi, tu vois. Et je me dis, bah tiens, je vais reprendre les Altra, que j'aimais bien. Puis je me dis, ouais, quand même, j'ai fait 4e de la TDS, ça mérite quelque chose. Et j'appelle du coup celui qui gérait Altra France à cette époque-là, c'était Romuald Brun. Et je lui dis, oui, bonjour monsieur Brun. Il me dit, non, non, mais appelle-moi Romuald. Je lui dis, bah, j'ai fait 4e là, à la TDS, et cette année, je passe pas de contrat, rien du tout. Moi, j'aimerais courir en Altra. Après, voilà, là, je suis plus salarié, je me lance dans la vie en tant qu'auto-entrepreneur, je suis pas spécialement riche. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un petit sponsoring? Et il m'a dit, bah ouais, quand t'as besoin, je t'envoie des paires. Après, moi, je suis quelqu'un de relativement peu consumériste, donc je crois que j'ai dû en demander 5 dans l'année 2017. Et depuis 2017, bah, ça dure. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours resté un climat très familial. Donc là, c'est Sherwin Assadan qui a repris. Sherwin qui est passé dans le Let's Try podcast aussi. Oui. C'est lui qui gère Altra. Très sympa, Sherwin. Très, très sympa. C'est vraiment le gars qui va se décarcasser pour toi. En 2019, j'avais eu un problème avec une paire avant l'UTMB. C'était ma paire de secours, tu sais, que mon assistance me propose sur les 3 ravitaillements. Donc c'était pas capital. Mais Sherwin a quand même fait l'aller-retour pour me les amener chez moi parce qu'il avait peur que me les envoyer, ça marcherait pas. Ah oui. Il avait peur que je les refasse pas. Ouais, garçon vraiment très, très adorable. Et du coup, ouais, Altra a gardé ce contexte familial. Chaque année, il se structure un petit peu plus. Donc en 2020, on a fait un Team France pour discerner les athlètes des ambassadeurs. Donc tu as le Team Red, c'est les ambassadeurs. Le Team France, c'est les athlètes entre guillemets élites. Donc Jérémy Marin, Renaud Rouanet, il y avait moi, Aubin. Bon là j'en oublie parce que je suis fatigué, mais on était 5 ou 6. Il y a Kevin Vermeulen. Et après, tu as le Team Europe qui est juste au-dessus. Et ça ressemble un peu à Oka du coup au niveau structure. Donc c'est sympa. Moi je trouvais, j'aime bien quand c'est un peu carré comme ça. Puis chaque année, les chaussures, elles évoluent en bien. Ça, c'est rare des fois chez certaines marques. Et chaque année, ils prennent. Alors, je sais pas s'ils prennent en compte mes remarques, mais tu vois, là, sur la Lone Peak 4 et 4.5, il y avait le mesh, il se défaisait à un endroit. À chaque fois, c'était pareil. C'était pas très gênant, mais putain, la chaussure s'abîmait un poil plus vite quand même. Et là, Lone Peak 5, nickel. Ils ont mis une espèce de petite coque à cet endroit-là. C'est impeccable. Donc, une histoire qui dure, ouais. Puis cette année, on va faire un projet sympa avec Altra. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ils sont en train d'étudier ma proposition. Je vais quand même donner un indice. Cette carte englobe Chambéry et Chamonix. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, ça va être. Très belle carte d'ailleurs. S'ils font ce que j'ai dit, ça va être génial. Ok. Mais c'est vrai que cette marque, elle est assez fascinante parce que ils ont réussi. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est quelque chose qui leur est un petit peu tombé dessus, mais c'est à créer vraiment une vraie des fans en fait. Il y a des gens qui sont, il y a des pros Altra quoi, et puis ils vont aller défendre la marque corps et âme, aller au front pour présenter les produits. C'est vraiment, c'est chouette pour eux en tout cas. C'est une marque en fait qui est fidèle à son ADN, donc c'est facile à défendre. Et ça, c'est le cas de tous mes sponsors. Moi, tous mes sponsors, tu peux pas les critiquer. C'est des gens qui sont droits dans leurs bottes. Et Altra, c'est pareil. Altra, depuis le début, ils t'ont dit, nous, on fait du zéro drop. Et tu as des clients, des fois, qui disent, moi, le zéro drop, machin, tout. Ils prennent pas en compte. C'est zéro drop, point barre. Après, là où c'est pas non plus des psychorigides, c'est que, ok, Altra, ils vont te prôner un minimalisme, voilà, ils vont t'aider à aller vers une pratique de la course à pied un peu plus
un peu plus libre si on lit le livre de Soralberg. Mais il y aura toujours des modèles un peu plus gros, avec un peu plus de confort. Donc en trail, tu as la supérieure, un peu au-dessus, tu as la Lone Peak, après tu as la Timp, et puis tu as la Olympus. Donc ça permet aussi à tous les gabarits de s'exprimer, parce que un coureur qui est un peu grand, un peu lourd, lui, tu lui mets une chaussure fine, il va se casser en deux. Quoi. Donc il faut un peu de tout. C'est pour ça qu'Altra, ouais, les gens aiment bien. Il y a le petit côté américain, tu vois, qui fait plaisir aussi. Sympa. C'est clair. Alors, je viens de regarder le chrono. Je ne l'avais pas encore regardé depuis le début. Ouais, je m'endors là. Je suis halluciné. Il est Salut, ça 1h44. passe tout seul. Hein. Et quand tu veux, les 24 heures. Hein. Tranquille. Hein. Sans forcer. Pourtant, j'étais prévenu. Hein. Pourtant, j'étais prévenu. J'ai pas vu le temps. Franchement, je suis halluciné. J'ai pas vu le temps passer. Et il y a des gens, leur femme a dû leur dire tu viens t'occuper de machin. Mais même la mienne, elle doit halluciner. Elle doit se demander qu'est-ce que je suis en train de faire là. Bon, elle allait se coucher. Bon, du coup, va bien falloir clôturer un moment ou un autre. On en fait une Oui, petite dernière. On fera ce 24 heures, ce 24 heures live. Alors, est-ce que tu veux une dernière un peu piquante ou une dernière un peu classique? J'ai de Ce que tout. tu veux. Ce qui te fait plaisir, François. J'ai abusé de ton temps, alors ce qui te fait plaisir. Allez, on va Et je me partir. doute que tu as de tout. Hein. Ouais, j'ai de tout. J'en ai certaines que j'affiche pas pour pas faire de la pub à ces gens-là d'ailleurs. En lisant les commentaires, vous comprendrez assez facilement de qui je vais parler. Allez, celle-là. Comment vois-tu le trail dans 10 ans, pratique pro séparée des amateurs? Ah, j'aime pas trop ça. Non, allez, on va y répondre. On a dit une dernière. Dans 10 ans, ouais, c'est dur à dire. Alors, si tu regardes dans les 10 dernières années, quand même, ça n'a pas trop changé. Donc, pourquoi ça changerait beaucoup? Je suis pas certain. Pratique pro, très franchement, le pro en trail, il est rarissime. Hein. Si on devait faire une liste de tous les gens qui vivent vraiment du trail sans être obligés de faire des trucs à côté, ils sont pas beaucoup, ils sont pas nombreux en France. Donc pratique pro séparée des amateurs, franchement j'y crois pas trop. Déjà parce que les gars qui sont devant, tu vois, les Ludo Pomerel, tous ces gens-là n'ont absolument pas envie de prendre un départ séparé des autres. Donc dans une vie normale, ils ont envie que voilà, ce soit toujours un peu les mêmes départs, 300, 500, 1000 personnes. Alors eux, forcément, ils sont devant parce que si tu veux, c'est même logique. Nous, par exemple, à l'UTMB, on va partir à 16,5 km/h sur le plat. Du coup, on se met devant. Ça rimerait à quoi de doubler tout le monde? Ça gênerait tout le monde. Celui qui va vite, pas vite, tout le monde. Donc en fait, c'est très bien de se mettre au départ par ordre d'allure. Ça fait que chacun peut partir à la sienne. Mais en aucun cas, ces gens-là ont envie de faire un départ à 30 kiki. Alors, ça a été fait là au trail de la Roche de la Cité de la Pierre. Mais c'est parce que voilà, tout était interdit en fait. Il faut connaître l'histoire de l'organisateur qui a fait un très long post pour tout expliquer, mais je pense que très peu l'ont lu. Et en fait, il avait quasiment le droit de rien faire. Et c'était ça ou rien. Donc, lui, il a préféré quand même faire un événement pour essayer de donner un peu de dynamisme à tout le monde. Malheureusement, la semaine d'après, le président de la République a stoppé ce dynamisme. Mais bon, c'était sans penser à mal. Et je lui avais dit, simplement pour clôturer là-dessus à l'organisateur, je lui avais dit pour t'éviter toute critique, ce que tu aurais dû faire, c'est ok, tu fais courir tes 20 coureurs là sur le trail de 30 bornes, mais tu aurais dû négocier à tout prix la possibilité de mettre 10 amateurs pris au hasard. Tu vois. Ouais. Et là, comme ça, pas de jaloux, tout le monde est là et voilà. Et franchement, c'est pas 10 mecs de plus qu'elle est amener un cluster ou je sais pas quoi. Mais non, je pense que ce n'est pas du tout la volonté des entre guillemets pros, mais qui encore une fois sont très rares, de se retrouver séparés des autres. Parce qu'au final, en fait, ce qu'on aime, c'est l'intégralité de l'événement. Et
Et ça passe par un gros peloton. Ça, on aime ça. Hein. Et puis tu sais, même quand tu arrives un peu dans les premiers, après tu prends beaucoup de plaisir à attendre tes amis au ravitaillement d'arrivée. Parce que tu as toujours des amis un peu derrière, tu vois, quand tu fais du trail depuis quelques années, tu te fais beaucoup d'amis par la force des choses, puisque encore une fois, c'est un sport vraiment très sympathique. Et du coup, n'importe quel athlète élite que tu puisses être, tu as toujours quelques amis qui vont arriver après, et donc tu prends beaucoup de plaisir à les attendre, souvent en buvant une petite bière d'ailleurs, sur l'aire d'arrivée, et t'as pas envie qu'une fois qu'il y ait 30 mecs qui soient arrivés, ce soit la fin de l'événement. Ça changerait complètement la face du truc. Tout à fait. Ouais, Peut-être qu'il y en a qui pensent l'inverse de moi, mais je pense quand même qu'on est un très très fort pourcentage à penser qu'il faut que ça reste comme c'est. Moi, j'aime bien comme c'est. Voilà. D'accord, ok. Bon, j'en mets une dernière qui va être très courte. C'est Fred Bousseau qui est dans les commentaires. Ah, il est chaud, lui. Qui nous dit balance un peu Hugo Ferrari. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà. J'ai des dossiers sur tout le monde. Je peux balancer n'importe qui, n'importe quand. Donc, un message aux auditeurs, ne me faites pas de crasse. J'en sais plus sur vous que ce que vous pensez. Parce que quand vous courez, votre femme me raconte ce que vous faites. Alors attention, je sais tout. Non, c'est vrai, souvent quand tu t'ennuies un peu parce que les arrivées de course, des fois, tu as des coureurs toutes les 10 minutes ou des trucs comme ça, tu discutes un peu avec les gens qui leur font l'assistance ou qui sont venus voir l'arrivée. Et en fait, tu discutes de tout et de rien, quoi, des fois. Donc, c'est rigolo. C'est clair. Ça fait un beau message de fin, du coup. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des contenus que tu partages? Ah, l'instant pub, voilà. Je l'attendais. Mais là, au bout de 2 heures, il n'y a plus personne. Là, ça va faire une pub de merde. Tu rigoles, tu veux que je te dise combien on est là? On est combien là? Là, il y a 283 personnes en live au moment où je regarde les chiffres. On est monté à 357. Et du coup, c'est toi qui as le record du nombre de personnes en live. Bravo. Eh ben, abonnez-vous tous à Patreon. Voilà. Si vous êtes 350 à vous abonner à Patreon, là, je viens faire speaker en cheval. On va faire des trucs de fou après. Non, plus sérieusement, c'est vrai que en ce moment, je fais beaucoup la pub et la promotion de mon Patreon, déjà parce que je m'implique à fond dedans. Et c'est ça qui m'a permis de ne pas m'inquiéter de la reprise des événements. Je sais que quand ils reprendront, je pourrai reprendre le micro parce que ce revenu financier en fait qui vient globalement des gens, mais si personne se désabonne, c'est qu'ils sont très contents d'être là aussi. Hein. Je les chouchoute hein, quand même. Forum privé, quelques petits codes promo de mes partenaires, du contenu le lundi, le vendredi de plus ou moins bonne qualité. Enfin, je me casse bien le cul quand même à essayer de faire un truc vraiment qui me plairait à moi et donc qui plaît aux autres. Intéressant. Et c'est grâce à ça que je peux. Voilà, je ne suis pas obligé. À un moment donné, je me suis posé la question en mai dernier, avant que ça augmente justement, je me suis posé la question est-ce que je ne suis pas obligé de reprendre un job de salarié en attendant la reprise des événements? Et après, on sait très bien que quand tu perds l'habitude, tu vois, tu commences à reprendre un job de salarié, puis finalement ta vie elle change un petit peu, etc., etc. Puis tu redeviens plus speaker, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ben, grâce à ce soutien, grâce à cette communauté où, voilà, tu vois, moi je vais aussi de temps en temps aller mettre un petit coup de main, organiser un petit truc avec eux. Et ben, c'est aussi grâce à ça que quand les événements reprendront, moi je pourrais proposer les mêmes devis qu'avant aux organisateurs, sans augmentation, sans ceci, sans cela. Voilà, des copies conformes et pour justement reprendre vraiment là où on s'était arrêté sans aucun changement. Ok, donc Patreon. Voilà. Et puis développer des trucs de fou, quoi. Le e-book va être une tuerie. Hein. Il arrive dans une semaine ou deux, c'est une tuerie. Ok, super. Eh ben écoute, je mettrai le lien dans la description pour tous ceux que ça intéresse d'aller en savoir plus sur la Ducarmi. Ouais, c'est des. Franchement, il y a des bons dingues. Bon. Il y a vraiment des bons résultats. Super. En fait, je suis loin d'être le pire hein, là-dedans. Sur le club Strava, je suis rarement premier. Hein. Très rarement. En termes de quoi? De nombre de kilomètres parcourus?
Ouais, même d'heure ou de dénivelé, hein, je suis très souvent battu. Sur le dénivelé, je suis quand même souvent le premier. Mais en termes de kilomètres, il y a des gros marteaux. Ok, et bah écoute, je mettrai encore une fois tout ça dans la description et pour tous ceux qui s'intéressent d'en savoir plus. Et la dernière question, Hugo, Ouais, rapide, ouais. traditionnelle, qu'est-ce qu'on vas-y. peut te souhaiter pour cette année 2021? Tu peux répondre ce que tu veux, pas forcément obligé d'être en lien avec le trail. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Oh, bah, on va placer un peu d'égoïsme là-dedans. Moi, j'aimerais bien que l'UTMB ait lieu. C'est franchement, Moi ça m'a aussi. manqué l'an passé. Non, après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter 2021, j'ai pas trop de trucs. Ouais, j'attends beaucoup de 2022 sur des situations personnelles qui devraient être sympas. Donc 2021, c'est un peu stand-by, se préparer pour l'avenir. Mais ouais, je cracherai pas sur un petit UTMB, tu vois. Ok. Petite douceur comme ça en août. Là. Eh ben, écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on s'y croisera, je l'espère, sur cette UTMB. Et puis bah, merci beaucoup à toi pour ces presque 2 heures. Et puis merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé dans l'espace commentaire. Bravo aussi pour ce record, 350 personnes en live sur le pic. Tu détrônes Antoine Guillon. Votez le Duc. Voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Putain, j'ai fumé Guillon. Ouais, bonne soirée. Allez, bye bye. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.